Bonjour et bienvenue sur le podcast de la cellule. Aujourd'hui un podcast consacré au jeu de rôle, à l'avenir du jeu de rôle. J'ai avec moi tout un tas de gens absolument fabuleux, y compris des gens qui vont m'aider à animer ce podcast. Tout d'abord, Romaric. Là, il vient de se passer quelque chose, c'est-à-dire qu'il a fait un hack total de présentation. Il a pris le contrôle, j'ai dit ok c'est parti, puis là, pouf, il a pris le contrôle du truc. Je croyais qu'on allait tester les micros, moi je m'apprêtais à chanter comme un con. Ruiner ton intro. Non, mais ça peut toujours être un test. Bon non, on va se lancer comme ça. Hein. Ouais, d'accord, très bien. Mais étant donné que c'est toi qui va, l'idée, il vaut mieux que ce soit moi qui soit l'animateur pour pouvoir placer la parole. Ok, ça marche. Parce que vu que tu vas... En fait là c'est sympa parce qu'on montre un peu notre cuisine aux auditeurs. Absolument. Ils ont l'impression qu'on se fout leur gueule, mais non. En fait c'est leur montrer comment fonctionne le podcast de la cellule. Alors il faut peut-être commencer par présenter les invités, Fabien. Alors Fabien Ilvan est avec nous, salut. Salut, ça va, oui, ça va. Il y a également Adrien Cahuzac. Adrien, ça va, la pêche? Bonjour. La patate. La grosse patate. La pêche. Et avec nous également Picatoulou, ça va? Salut tout le monde. La forme, la poire. Notre Thomas Poussou national qui est là. L'unique, le vrai. Thomas Poussou, salut. Nous avons également notre Darky Ben, artisan des ateliers imaginaires, on s'en souvient. Oui, merci Bonjour, Ben. fais une phrase Salut, rapide. c'est génial. Olivier Sten est avec nous également. Olivier Safa. Oui, bonjour. Et aujourd'hui, Le seul qui n'a pas pris de cocaïne. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème extraordinaire, un thème magnifique apporté par Fabien sur ce podcast, le futur du jeu de rôle. L'avenir du jeu de rôle. L'avenir du jeu de rôle. Alors, en fait, pour introduire ce podcast, je voudrais vous parler d'un paradoxe. Oui. Il ne s'agit pas de Manuel Bedouet. Hein. Non. Un paradoxe avec lequel je crois tous les rôlistes, en tout cas j'espère, seront d'accord avec moi, qui est que, on a un loisir qui est absolument incroyable, qui nous fait rire, qui nous fait pleurer, où on passe des heures, on s'investit comme des oufs. Il y en a qui veulent même gagner leur vie en faisant ça. C'est fou. Il y en a qui créent des podcasts là-dessus, qui écrivent 6 bouquins là-dessus. Oh les cons. Enfin bon, vraiment un truc complètement incroyable qui est donc je parle du jeu de rôle hein, évidemment pour ceux qui s'en doutaient pas. Un loisir qui est éminemment, à mon sens, libertaire, dans le sens où il pousse chacun à prendre la parole, même si sur ce podcast, c'est beaucoup moi qui vais parler, à donner son avis, à construire l'histoire. Donc un loisir qui est particulièrement interactif, contrairement à d'autres médias comme je trouve le cinéma par exemple est un média particulièrement passif, t'as envie de dire? Ouais, moi j'ai même envie de dire autoritaire, mais bon, il y a sûrement des fans de cinéma qui vont me tuer, ils auront bien le droit. Donc voilà, on a un loisir qui est incroyable, et petit 2, mais personne n'y joue. Oh. Et c'est ça vraiment le paradoxe dont j'aimerais parler aujourd'hui avec l'avenir du jeu de rôle, parce que j'aimerais bien proposer des idées, suggérer aux rôlistes d'initier une réflexion sur qu'est-ce qui fait que on a un loisir aussi génial, mais que on est très peu à y jouer, et que alors les années où on nous prenait pour des satanistes sont passées, mais enfin même dans des grands trucs geeks très orientés SF, hein, pourtant des gens qui sont proches de nos milieux. Il y a très peu de gens qui y jouent. Comment diable cela se fait-il? Est-ce qu'on peut faire un premier tour de table pour voir les idées qui pourraient justifier ce phénomène? Alors, Ben. J'ai l'impression que l'argument principal serait ça prend énormément de temps et les gens ont l'impression de ne pas en avoir. Ouais, ça c'est effectivement une des premières idées avec lesquelles je suis tout à fait d'accord. Je sais pas si c'est la plus pertinente, mais ça me semble la plus grosse en tout cas. Ouais. Olivier. J'ai déjà envie de répondre à ça en disant que comme le temps que tu prends pour la lecture, le temps pour le jeu de rôle, c'est toujours du temps volé, c'est toujours du temps que tu prends à autre chose. Et c'est quand l'envie est là, tu trouves toujours le temps. Quand tu décides de ne pas trouver le temps, tu ne l'auras pas. Mais je pense que le temps n'est pas un enjeu. Je regrette d'ailleurs qu'on en fasse si souvent un argument marketing pour défendre un jeu en disant vous inquiétez pas, ça prendra pas de temps. Ouais. D'où ma propre réflexion qui est que le jeu de rôle ça demande un effort. Comme tout ce qui est bien, ça demande un effort. Et ceux qui veulent pas faire de putain d'effort, ils feront pas de jeu de rôle. Olivier, nous parlerais-tu peut-être un peu de la dégradation du temps libre en en temps de loisir
Non, Je me lâche tout de suite avec ça. Mais oui, vas-y, allez. Fais-toi plaisir, Olivier. Une petite séquence critique là. Et puis on finira notre tour de Je vais table. quand même essayer de le faire court. Je pense que, voilà, je pense que c'est évident pour tout le monde qu'on est dans une société productiviste où l'efficacité est devenue le critère ultime. Je pense que dans cette société, il y a n'a de légitimité que les efforts que l'on fait dans le cadre du monde du travail, qu'on dégrade tout ce qui se fait en dehors du champ du travail, ce qui n'est pas productif, ce qui ne sert pas la société ou l'employeur ou ceux qui ont intérêt à vous faire travailler, et que ce qui était le temps libre, c'est-à-dire le temps que tu ne passes pas à travailler, n'est plus devenu que quelque chose qui est dévolu à faire en sorte que tu puisses bien te détendre pour revenir prêt à bien travailler ensuite. C'est-à-dire que même le temps de loisir finalement sert à reconstituer ta force de voilà, travail. Ton temps libre n'est plus du temps libre, mais une occasion de reconstituer ta force de travail. Voilà. C'est exactement ce que je voulais dire. Donc tout le temps sert à travailler, quoi. Pour aller dans ton sens en 2 mots, les gens se présentent par leur travail, non plus parce qu'ils jouent, parce qu'ils sont. Ils disent ouais, moi je suis architecte, moi je suis, etc. Ils se définissent par ça. Voilà, et donc loisir, j'ai déjà du mal avec le terme loisir. Je préfère passion parce que chez moi c'en est une. Je préfère parler de ce que de mes autres activités dans le temps que le travail me laisse. Et voilà, c'est une des premières idées. Et donc, pour inverser ce raisonnement, je trouve qu'il faut être capable de redonner aussi de la légitimité au fait de s'investir dans quelque chose qui n'est pas le travail. Donc, il est très important, à mon sens, qu'on puisse dire que c'est normal que le jeu de rôle puisse prendre du temps, c'est normal que le jeu de rôle puisse demander des efforts. L'absence totale d'efforts, ce serait effectivement probablement la série télé, l'ultime répétition du même, la fin de toute possibilité de créativité. Alors, et je pense que, pour conclure, une des raisons pour lesquelles il y a peu de gens qui jouent, c'est parce que le jeu de rôle, quelque part, est en rupture fondamentale avec cette tendance très générale à la répétition du même, au confort systématique et au productivisme forcément. Je pense que ça vaudra la peine qu'on fasse un jour un podcast sur le jeu de rôle comme loisir révolutionnaire, parce que moi j'y crois beaucoup. Mais ça c'est une autre discussion. Alors, un autre débat. Est-ce qu'on peut continuer sur tour de table? Quelles sont selon vous les explications au fait que le jeu de rôle soit et reste aujourd'hui un loisir underground quelque part? Il y a un aspect que plein de gens mettent en avant, et en fait c'est qu'ils souhaitent que ce loisir reste underground quelque part. Je pense qu'il y a alors sans tomber dans la critique négative, qu'il y a un certain amour pour le fait d'être les seuls à faire quelque chose. Les hipsters, la hipsterisation. Ouais, alors la hipsterisation. Parce que sur le podcast de la cellule où nous jouons, ça nous arrive absolument pas. Nous qui jouons à des jeux scandinaves, repris. Avant que ce soit cool. Et cette démarche-là, elle tend à justement faire dire que le jeu de rôle ça prend du temps, à donner toutes ces raisons pour essayer de décourager et de ne garder que les plus motivés, une sorte des plus passionnés. Et du coup, on se ferme les portes de gens qui ne demandent qu'à être motivés, mais que cette façade, c'est pas sectaire, mais hermétique que l'on peut y donner. Elle a quelque chose de séduisant en fait. Oui, c'est ça, elle a quelque chose de séduisant. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à jouer, j'étais en pleine crise d'adolescence et je me suis dit c'est trop cool, je fais un truc un peu dangereux, tu vois, un peu comme le gamin qui prend sa première cigarette. À l'époque, c'était réputé comme étant un jeu un peu borderline. C'était à l'époque. J'avais pas du tout cette notion, de valeur morale, borderline ou pas derrière le jeu de rôle. Moi, c'est juste qu'au collège, je me sentais pas du tout attiré par tout ce que les gens de mon âge faisaient. Ça aussi. Et du coup, c'était mon refuge, parce que moi, j'aimais beaucoup lire, j'aimais beaucoup passer du temps à imaginer, etc. Mais donc, il n'y avait pas cet hermétisme de ne pas accepter les autres et de se sentir, d'aimer le fait d'être exclu. Mais c'était plus une conséquence, on va dire.
En sociologie, il y a Très bien. des phénomènes, enfin bon, pour aller dans ce sens rapidement, parce que il y a des phénomènes dans lesquels on se rend compte que les gens qui sont exclus finissent par se créer Leur propre groupe. Voilà, ouais. par se justifier leur exclusion. Ouais. C'est un peu une des conclusions des travaux de Howard Becker sur ça. Outsider. Les fumeurs de joint qui au début ne demandaient rien à personne, et puis un jour il y a quelqu'un qui dit ah les affreux fumeurs de joint, regardez c'est des hippies, c'est des drogués, tout ça, puis ils finissent par se créer une culture pour justifier le fait de fumer des joints. Donc en fait les gens n'arrêtent pas de fumer des joints, mais ils trouvent une manière de justifier leur. Dans la Alors, solitude, quand- on cultive Adrien. ses certitudes. Ben, Oh, bravo Ben. C'est joli. tu peux répéter? Ça n'a pas entendu. Dans la solitude, on cultive ses certitudes. D'accord. Adrien. Et alors qu'en fait, au final, ces phases de rejet de l'adolescence, enfin, c'est tout le monde les vit, hein, qu'on soit rôliste ou qu'on soit, on les vit différemment. Mais je pense qu'il faut, en tant que rôliste, au bout d'un moment, se dire, on en rencontre des gens qui n'ont pas découvert le jeu de rôle à ce moment-là, qui le découvrent plus tard, Bien sûr. et qu'en fait, il y a plein de gens qui ne demandent que ça. Bien sûr. Mais il faut prendre le temps. Parce qu'ils ne sont pas tombés dedans quand ils étaient petits, du coup, il faut prendre le temps. C'est une démarche plus complexe Longue. et que tout le monde n'est pas prêt à faire. Alors là, je crois je voyais Pika qui pulsoyait derrière toi. Tu as parlé d'Outsider en plus, donc ça invoque Pika sur le podcast. Pika Toulouse, Fatagon. Alors, je vais surtout éviter de redire tout ce que j'ai dit tout ce qu'on a dit dans le podcast Jeu de rôle pour tous. Voilà. Je vais juste Saison le dernière, résumer pour faire ce dans podcast. une idée maîtresse. Enfin, c'est plutôt une question, hein, parce que je n'ai pas la réponse. C'est est-ce que l'innovation serait la clé pour sortir de cette niche? Ouais, je suis tout à fait d'accord. Donc, alors, très rapidement, dans Jeu de rôle pour tous, j'avais dit qu'en fait, c'est pas obligé qu'une partie de jeu de rôle prenne 8 heures, c'est pas obligé de devoir préparer, qu'on pouvait éviter de sacraliser les formes les plus connues de jeux de rôle, sans les faire disparaître pour ceux qui aime ça, mais qu'en fait, les jeux de rôle peuvent avoir beaucoup de formes, dont Et certaines, souviens-toi, qui n'existent pas encore. dans ce podcast, on avait eu un débat sur ce que l'on aime dans le jeu de rôle. Ouais. Et en fonction de ce que l'on aime dans le jeu de rôle, par exemple, moi je pense comme Olivier en fait, que moi ce que j'aime dans le jeu de rôle, c'est que justement, c'est un média exigeant qui implique qu'on s'y intéresse et qu'on y prenne du temps. Et que c'est pour ça que c'est intéressant, c'est parce qu'il nécessite que l'on s'y intéresse longuement. Donc moi, quand tu dis oui, un jeu de rôle qui prend pas de temps, bah moi ça ne me séduit pas. Tu vois, Ouais, mais en fait, je m'en fiche c'est- parce que je t'ai déjà séduit. Toi, tu fais déjà du jeu de rôle. Donc, en fait, l'idée, c'est plutôt est-ce que si on innove, c'est-à-dire en élargissant les façons de jouer, alors attention, hein, ça existe déjà, est-ce que ce sera la façon de résoudre le truc de niche? Clash, et en fait, Olivier, vas-y. j'aurais une autre question. Donc, en fait, c'était donc changer, multiplier les formats, multiplier les problématiques, multiplier les Oui. thèmes. Et ça, on est tombé. Et Et il est en train de me spoiler la fin de mon propos, On est ouais, d'accord. salaud. mais surtout, après, je vais avoir en fait, le doute que j'ai, c'est de me dire que, en fait, bon, déjà, il y a beaucoup de choses qui existent. Donc, et en fait, la question, c'est quelles seront les limites de cette innovation, jusqu'où on pourra aller en restant du jeu de Ah, ça, rôle. j'aurais des réponses. On Et a- aussi, je parle parce que on parle de thèmes. Alors, on pourrait imaginer élargir les thèmes, c'est-à-dire proposer des thèmes plus populaires. Mais au contraire, ce sera aussi peut-être proposer des thèmes plus difficiles, plus dérangeants. On va en plus parler amusants. longuement. Moi, j'ai une- On va en voilà. parler longuement, Pika. J'aimerais Mais non, juste laisser à Olivier l'occasion en fait, d'élargir. la grande question que j'aurais, c'est est-ce que en fait, si on innove le jeu de rôle, est-ce que tout simplement ce sera pas autre chose? Est-ce que les innovations n'existent pas déjà, mais qu'elles ont perdu On le aura, nom de jeu de rôle depuis un on moment? aura vraiment l'occasion d'y revenir sur ces thèmes. Olivier, Donc deux Alors, réflexions. je voudrais juste faire une petite note. Pika, fais attention parce que quand tu fais des choses larges comme ça, tu empêches aux autres de répondre sur certains sujets. Ça, c'est ton truc, c'est que tu pars comme ça. Attention. Donc, Olivier, Attends, excuse-moi. je sais plus ce que je veux dire. Du coup, Euh, c'était par rapport au fait que le jeu de rôle. Oui, donc deux réflexions. D'abord, le fait que je pense avoir poussé beaucoup de gens qui n'ont pas commencé à l'adolescence à essayer le jeu de rôle. Olivier. Je pense même que si on se monte nos chiffres, je vais en avoir un très gros. C'était pas Et, le ton gros chiffre. Et tout ça pour dire que et pourtant mon attitude avec les gens, c'est de leur dire ce que c'est quand ça vient dans la conversation, et puis de leur dire je reviendrai jamais vers toi pour essayer de t'inciter absolument à te lancer. Écris-moi un mail qui me montre
par lequel tu me dis que tu es intéressé. Et si tu viens, c'est pour une partie qui va probablement durer tout un week-end. Alors libère-toi un week-end pour le passer avec nous et pour t'impliquer dedans. Et je pense que exiger des gens de l'implication et leur montrer que ça va être quelque chose dans lequel on va s'impliquer nous aussi et auquel on va donner de l'importance nous aussi, ça les pousse à y donner eux-mêmes de l'importance, ça les pousse à s'impliquer eux-mêmes, et donc ça fait d'eux des gens qui ont envie de participer. Alors, jamais de ma vie je passerai un week-end à faire du jeu de rôle. D'accord. Bam. Voilà. Moi, j'ai envie de citer Saint-Exupéry. C'est le temps passé pour sa rose qui fait que sa rose est importante. Clairement, c'est le temps qu'on investit dans une passion qui va donner son importance et sa richesse. Est-ce qu'on pourrait revenir parce que j'avais une deuxième réflexion qui était de dire aussi Olivier. que moi j'aimerais que le jeu de rôle tel que je le pratique se répande. Ça c'est déjà quelque chose de tout à fait clair. Je serais content que le jeu de rôle soit partagé par un plus grand nombre de gens. Mais si ça veut dire que on parle d'un jeu de rôle, un sous-jeu de rôle, oui. Ouais, Alors ça m'intéresse pas. Et surtout, la pire des menaces, c'est que l'industrie s'intéresse un petit peu trop à notre passion, parce que je suis très hostile au monde du pognon. Je pense qu'il a tendance à dénaturer profondément ce qu'on peut être en train de faire. Le consumérisme. Exactement, alors, le formatage, surtout le formatage de la pensée, la façon dont, je pourrais entrer dans le détail, mais la façon dont les séries aujourd'hui sont un peu comme l'histoire pour enfants, l'éternelle répétition du même, dans lesquelles notre sucre reçoit un cerveau, parce que systématiquement on sait à l'avance quelle sera la fin de la série en question, du fait même que en fait chaque épisode est le même et qu'on nous le resserre avec une petite variante de différence. Cette mort de la créativité me fait peur, et je pense qu'elle est le fait de l'industrie qui s'empare des passions. Donc j'aimerais qu'on revienne à la question de savoir pourquoi le jeu de rôle ne marche pas, parce qu'à mon avis mais pour répondre directement à ce que tu dis là, il y a des des chercheurs qui se sont intéressés à la question de savoir pourquoi il y avait tellement de champions de champions d'échecs en Russie. Et en fait, c'est parce qu'on se rend compte que les échecs sont beaucoup pratiqués en Russie par plein de gens. Donc, le fait qu'il y ait une vaste base de gens qui y jouent au quotidien sans être de grands génies des échecs fait que il y a ceux qui sont bons aux échecs sont sûrs de tomber devant quelqu'un qui y joue et qui leur apprendra, qui les aidera à progresser. Oui, mais Olivier ne veut pas qu'il y ait de grands joueurs de jeux de rôle. Il veut que beaucoup de gens soient de grands joueurs de jeux de rôle. Ça c'est un vieux. Ah bon. C'est-à-dire que je pense pas que les échecs soient. Oui, je voudrais aller jusqu'au bout de ma réflexion. C'est la même chose en France pour les maths. On a beaucoup de médailles Field, donc qui est l'équivalent du prix Nobel pour les maths en France, parce qu'on fait des maths qui sont d'un niveau complètement ridiculement élevé par rapport très tôt dans nos études, alors que échec et maths. Bel exemple. Pas mal. Alors Bel après, exemple, Fabien. Je suis d'accord qu'il y aura toujours un débat quand on a une pratique qui se veut un peu élitiste au meilleur sens du terme, comme la nôtre. Il y aura toujours un débat qui est que voilà, on aimerait que tout le monde pratique le jeu de rôle avec autant d'implication et c'est pas élitiste, c'est exigeant. Non, mais exigeante. Quand je dis élitiste, attention. Élitiste, c'est une restriction à l'entrée. C'est pas une restriction à l'entrée, c'est une restriction sur les efforts que tu dois être prêt à faire. C'est pas du tout ce que je dis. Élitiste, c'est effectivement, quand moi j'emploie le terme élitiste, c'est toujours pour dire exigeant. C'est-à-dire pour dire tout le monde est capable de faire des trucs formidables et pas seule une caste de gens dans leur tour d'ivoire, loin de tout le monde, sont capables de faire du vrai jeu de rôle, comme ce que j'ai déjà entendu parmi des rôlistes dans ma folle jeunesse de JDRS, des gens qui faisaient du vrai jeu de rôle. Alors Olivier, moi j'aimerais réagir à tes deux arguments. Ben. Le premier, effectivement, travestir le jeu de rôle au point de faire changer une des bases qui est passer du temps avec des potes. Pour essayer de séduire, on va changer le fait qu'on passe un peu moins de temps. Je suis d'accord, ça peut faire peur. Donc de ce point de là, je te rejoins. Par contre, le second point, tu as peur que l'industrie s'intéresse à ce média qui est le jeu de rôle. C'est clair. Je trouve que sur le jeu vidéo, c'est devenu hyper. L'industrie s'est emparée du jeu vidéo, mais ça n'a pas fait de mal au jeu de rôle indépendant, au jeu vidéo indépendant. Indépendant. Pas du tout.
Adrien. En fait, justement, dans le jeu vidéo, je pense que l'accès aux jeux vidéo par plein de gens fait qu'il y a plein de gens qui sont intéressés aux jeux vidéo, plein de gens qui sont mis à essayer de créer leurs jeux vidéo de leur côté. Et donc, il y a un fourmillement de jeux vidéo indépendants ou avec des méthodes novatrices en termes de gameplay, en termes de game design, en termes de l'objectif de jeu, qui font que justement, au contraire, on a une richesse dans les jeux. Et certains de ces jeux sont énormément joués. Ouais, parlons de visibilité quand même. Ils sont quand même assez peu visibles par rapport à la Call of Duty ou FIFA ou ce genre de jeu quand même. Bien sûr, mais si on parle en termes de chiffres, ça reste quand même des chiffres très honorables. Non, Minecraft est un jeu indépendant. Tout à fait. Incroyablement visible. Est-ce qu'on pourrait revenir au jeu de rôle ? Est-ce qu'on peut Olivier, d'accord. Mais est-ce qu'on pourrait... Je suis désolé. En fait, pour vous dire le fond de ma pensée, pour vous dire le fond de mon fonctionnement, c'est que j'ai un certain plan dans la tête. C'est mon côté prof, et j'essaye de m'y tenir. Les digressions font partie de la cellule. J'entends bien. C'est bien pour ça que j'ai pas fait. Ah stop, ta gueule, Olivier. Je vais même proposer tout à l'heure de faire sa digression critique, tu vois. Donc. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on moi j'aimerais. Je n'ai pas entendu Thomas sur Thomas Poussou. Oui, Thomas Poussou, oui. absolument. Parce que nous avons Thomas Munier aussi. Nous avons un Thomas Munier. On n'a pas entendu Thomas sur les raisons qui, selon lui, font que le jeu de rôle est un jeu de niche. Alors le jeu de rôle est un jeu de niche. Pour déjà les choses qui ont été pas mal dit, c'est le jeu de rôle prend du temps. Le jeu de rôle demande un investissement, de l'effort, et que effectivement, on est dans une société au niveau de la consommation. Maintenant, les consommateurs veulent quelque chose de rapide et facile, d'accessible rapidement. Voilà. En plus, le jeu de rôle, c'est difficilement accessible puisqu'il faut être en boutique spécialisée. Dans le jeu de rôle, généralement, qu'on voit en magasin, la distribution, c'est souvent quelqu'un. Quand tu lis une fois que t'as jamais fait de partie, c'est assez difficile. Donc, faut que tu connaisses un type qui est prêt à te montrer un peu ce que c'est que le jeu de rôle. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu, si tu veux. Il y a aussi une autre chose, c'est que moi j'ai fait des parties avec des non-joueurs, donc des non-rôlistes. Alors c'est leur première partie, et souvent il y a quand même un travail assez long d'explication avec eux, parce que souvent quand on leur explique ce que c'est que le jeu de rôle, les gens ont peur du jeu en lui-même, parce qu'ils ont peur de faire une mise à nu. Ah, ça, je suis vraiment d'accord. C'est le côté dire attention, là, je dois jouer un rôle, donc faut que je m'interprète, donc je vais faire ça devant des gens. Et souvent, ça peut être une barrière. Je craignais vraiment que cette raison ne soit pas abordée, parce qu'elle est capitale pour le jeu de rôle. C'est quoi déjà les 3 peurs, Fabien ? C'est la peur de l'obscène. La peur d'être, en fait, quand on parle en public, on dit Fred me disait qu'il y avait Frédéric Sintès, parce que c'est un peu mon mentor sur beaucoup de choses, disait qu'il y avait 3 peurs fondamentales, qui est la peur d'être obscène, la peur d'être fou, et la peur d'être ennuyeux. La peur d'être ennuyeux, ça c'est. Moi, il y a souvent des gens qui me disent, mais c'est pas formidable ce que je raconte. Je dis, non, mais peut-être pas pour toi, mais moi je trouve que ça l'est. Pour ceux qui ont déjà joué à Prosopopée, il y a parfois des gens qui font une proposition et puis tout le monde est là, c'est trop génial, alors qu'eux-mêmes trouvent que la peur d'être obscène, c'est donc la peur de dire des choses qu'on n'a pas le droit de dire, l'interdit. Et la peur d'être fou, c'est lié à la peur du ridicule, quoi, la peur de. Il me regarde quand il dit ça. Non, mais parce que tu parlais de la peur du ridicule tout à l'heure, donc je te. C'est vrai que je trouve que ces côtés-là, il y a des gens qui ont vraiment peur et donc ils ne vont pas vers le jeu de rôle. Et ça c'est capital. Capital. Pika, on ne parle pas en dehors des micros. Pika, tu vas te faire engueuler. S'ils écoutent Olivier, je pense qu'il leur donne des raisons d'avoir peur. Je suis désolé, Olivier, mais je suis fondamentalement c'est la bataille, là. avec. Non, je sens bien qu'on n'est pas d'accord. Là, c'est clair. Est-ce qu'on peut laisser un passer petit peu du temps avec ses amis, Est-ce qu'on peut encore laisser un peu de temps pour Pika et Olivier de débattre juste... Ça marche. Allez, 5 minutes. Parce que je pense que Pika a pas. Alors, à ma gauche, Olivier Stein. Fais attention, tu fais saturer tout. À ma gauche, Olivier Stein. À ma droite, Thomas Munier. Je voudrais juste nuancer, parce que je dis des horreurs. Je les pense pas vraiment. Je ne pense pas que la façon de jouer d'Olivier, c'est-à-dire s'investir et généralement consacrer un week-end entier en jeu de rôle, donc je ne prétends pas que c'est une façon illégitime de faire du jeu de rôle. Je suis certain qu'Olivier et ses amis, c'est la façon qui leur convient et c'est la façon dont vous vous amusez, on est d'accord. Oui, mais je te parle pas que de mes amis. Je pense avoir pu séduire des gens qui ne seraient pas venus au jeu de rôle si on leur avait dit on va faire ça sur un coin de table, entre 2 parties de jeu de plateau.
Je suis pas sûr que ça les aurait motivés ou que ça aurait été quelque chose d'important pour eux. Mais alors, à est-ce que partir tu du penses moment que ça où on peut- leur est-ce que tu penses proposait que ça une peut être version light, légitime quoi. Est-ce que tu penses que ça peut être légitime? Enfin, si je te dis, est-ce que si on écrit un jeu de rôle qui est calibré pour que les parties se passent en un quart d'heure, est-ce que tu me dis c'est du jeu de rôle ou est-ce que tu dis que c'est pas du jeu de rôle? J'essaie pas d'avoir une définition restrictive du jeu de rôle. Je dirais ce n'est pas Ouais, le jeu de rôle que d'accord. j'aime. Oui, c'est ça. Ouais. Mais alors, est-ce que tu penses que ce serait dommageable pour le loisir si ce genre de jeu est écrit et joué? Non, ma peur c'est l'industrie. Hein. Tant qu'il n'y a pas le monde du pognon qui s'en mêle, je pense que tout qui est D'accord. créatif apporte quelque chose de question de positif. pognon, c'est plus une question, je dirais, de normalisation, Formatisation par le monde de... notamment par les contrôleurs de gestion. Voilà. Parce que j'imagine aussi passionné par le jeu que toi. Hein. Moi, ce qui me fait très très peur, Mais, Pika, mais cependant, Pika. cependant, moi-même, tu vois, même toute considération mise à part des autres joueurs, moi-même, je m'amuserais pas si je jouais tout un week-end. Ouais, je pense qu'au bout de 4 je heures, pense qu'Olivier prend décrocherais aussi complètement. des formules un peu excessives. Et en fait, je vois pas en quoi ce serait dangereux Bah attends, de proposer moi je crois que ça plusieurs peut être nuances dommageable. de durée, plusieurs Non. nuances d'engagement. Oui, de mais coût c'est pas d'entrée. comme ça que les gens à qui tu vas présenter, par exemple, Marin de Bretagne le prendront. Ils diront, tu vas leur dire, voilà, je vais vous faire découvrir un jeu de rôle, d'accord? Et quand ils vont y jouer un quart d'heure. Et après, ils vont se dire, ah bon, donc c'est ça le jeu de rôle. Et ça, c'est un réflexe Ouais, mais naturel. dans ces cas-là, Oui, tu attends. peux le dire avec tout jeu, avec n'importe quel Oui. jeu, quoi. Oui, Et c'est quelque vrai. part, c'est prendre les gens pour des cons de penser ça. De penser quoi? Bah Oui. tu leur présentes un jeu de Pas des rôle cons. et tu vas de se dire qu'ils vont se figurer non. que tous les jeux sont comme ça, quoi. Eh ben, Et puis c'est valable de tous les loisirs. Moi, mon ami Ça- fait ça- du tir à l'arc. Il y a à peu près non, attends, 75 Pika, façons de Pika. tirer à l'arc. Laisse-nous en placer une. C'est pas les prendre forcément pour des cons. Mais c'est juste dire, quand tu expliques que ton jeu de rôle il fait un quart d'heure, il faut aussi expliquer qu'il y a d'autres formes de jeu de rôle. Parce que sinon, tu risques d'avoir des gens qui vont s'arrêter là et ils vont se dire, ah ben c'est ça le jeu de rôle. Ah ben je m'attendais à mieux ou à plus long, par exemple. Et qui cesseront du coup, le jour où Olivier leur proposera une partie de jeu de rôle, ils lui diront, ah ben non, j'ai déjà joué, c'est pas terrible, machin. Voilà. Et c'est ça le risque. Il est là le risque. Et pourquoi pas l'inverse? Quelqu'un lui montre une partie, tu dois faire tout un week-end, il fait c'est ça le jeu de rôle, c'est trop long. Moi, je ça aurait été Exactement. plus court, ça aurait Mais été c'est pour mieux. ça que là, ici, on a deux personnes, et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on a deux personnes extrêmes aussi. C'est-à-dire que autant Pika, c'est un quart d'heure, autant Olivier, c'est un week-end. Et l'entre-deux, enfin, évidemment. Ouais. Attends, Pika, il faut que tu parles dans les micros. C'est ça, je pense. Je comprends pas pour moi, il faut pas refuser la diversité en jeu de rôle, quoi. Non, mais je pense que c'est dans le juste milieu qu'elle a. Je crois que ce que veut dire Olivier, c'est qu'il veut dire que le jeu de rôle, il ne souhaite pas que le jeu de rôle devienne consommatoire. Au sens où on prendrait une partie de jeu de rôle, on se moucherait avec et après c'est fini. Ça n'a rien à voir avec Mais la c'est durée, pas du tout quoi. ce que tu dis. C'est pour ça Ouais. Ah oui, d'accord. Vous Moi, êtes moi, j'achoppe Très sur bien. la durée. Voilà, c'est C'est ça. ça, le critère de la durée n'est pas C'est le critère de essentiel. la durée qui me Moi, fait le mal, critère D'accord. ce qui me fatigue, c'est l'idée que il ne devrait exister aucune exigence. C'est si tu veux qu'un débat philosophique ait de l'intérêt, par exemple, tu vas avoir des gens. C'est pas inutile de demander à certains, avant de venir au débat, d'avoir lu des ouvrages sur la question, de s'être renseigné et de s'être donné un certain niveau sur le sujet qu'ils vont aborder. Et les jeux de rôle de Pika en un quart d'heure peuvent demander une certaine exigence. Ton exemple, il sort. Tu changes de média, tu passes à la philosophie et du coup, Non, en je fait, donnais cet on ne parle exemple-là. plus de la même chose, quoi. Non, attends, Non. si tu veux, Fabien. pour essayer de faire un peu la synthèse au sens de dépasser les antagonismes, ce que dit Olivier, c'est je pense ne pas trahir Olivier en disant que ce qu'il veut éviter, c'est un jeu de rôle, de consommation qui Tout à fait. qui en fait finalement devient quelque chose de lénifiant et de faible. Et toi, tu cites l'exemple de la durée. Pika dit attention, on peut avoir d'excellents jeux de rôle En un quart d'heure. en un quart d'heure. Et c'est tout à fait vrai. Moi, C'est tout à fait vrai. moi, par exemple, Slay With Me, qui est un jeu de rôle qui se joue en une heure, est un des jeux qui m'a le plus bouleversé et qui n'est pas une activité consommatoire, même si elle se fait Vraiment, je en pense une que heure.
Moi, j'ai Fabien beaucoup vous de met plaisir d'accord à là. Hein. sombre, j'ai beaucoup de plaisir à Slay With Me, Voilà. donc Non, mais je suis tout à fait conscient que la question de la durée n'est pas essentielle. Je refuse juste Que ça devienne digeste. oui, et qu'un critère essentiel ou quelque chose sur lequel on s'arc-boute soit cette question de Ça demande pas l'exigence. Je pense Mais- que le nivellement par le bas consumériste qui consiste à dire ah ben vous inquiétez pas, il faudra faire aucun effort, cette putain de situation sans colonne vertébrale où on devient tous des mollusques dès le moment où on sort du monde du travail. Mais t'es d'accord que ça n'est- m'insupporte. T'es d'accord que ce n'est pas ce que dit Absolument, oui, oui. Olivier, Mais- Thomas Mignet. En fait, Et Tom- je pense que le jeu de rôle peut être consommatoire. Ah oui, tout à fait. Mais ça, Enfin, je veux dire, Ah oui, moi, ça me peut- paraît il peut pas l'être. illégitime Il qu'il y peut ait l'être. du snack gaming. Non, Et mais qu'il y ait des jeux de rôle, effectivement, qui soient pas des fictions. une chose est renversantes, qu'il mais qui soient puisse des jeux de- l'être. Une autre que Ah oui. Olivier ne le souhaite pas. Tu vois ce que je veux Ouais, dire ouais, non, mais et puis une chose pour est moi, que pour moi, surtout, c'est si le jeu de rôle Très est un média, même la partie consommatoire est légitime. Quoi. oui, mais la partie consommatoire, parce que ce que dit aussi Olivier, c'est la peur que ça devienne majoritairement consommatoire. En fait, et puis, il peut y avoir des biens consommateurs pour juste passer le temps. Voilà, un petit jeu de rôle comme ça, effectivement, tout à fait. L'important, d'après Olivier, c'est que ça ne devienne pas la norme. C'est-à-dire que, en fait, il y en a des jeux un peu consommatoires, des jeux où on joue sur le pouce, où on se prend pas la Sens, par tête. exemple. Sens, par exemple. Alors que j'ai pas de micro, de merde. Non, mais voilà. Enfin, il peut y avoir des jeux où, clairement, l'objectif, c'est de se détendre un instant. Mais l'important, c'est que, pour Olivier, et je suis complètement d'accord avec lui, c'est qu'il n'y ait pas une industrie qui vienne se dire je vais créer des jeux qui satisfassent au plus grand nombre, qui donc doivent être accessibles au plus grand nombre, qui donc ne doivent pas avoir de présupposés, enfin de prérequis quelconques, qui doivent être faciles à prendre en main, que je vais pouvoir diffuser au maximum, et qui du coup vont donner déjà une image biaisée du média, qui peuvent donner une image biaisée, et surtout qui vont accaparer des pensées qui pourraient fourmiller sur d'autres jeux. Alors moi, je vais remettre juste rapidement un peu d'huile sur le feu. C'est que malgré tout, je pense que, et là-dessus, je partage quelque chose avec Olivier, c'est que je pense que pour qu'on trouve dans le jeu de rôle des qualités qui nous plaisent, après c'est personnel, hein, Pika, je n'attends pas du jeu de rôle qu'il soit tel qu'il me plaise. J'attends du jeu de rôle qu'il vive, et après, voilà, qu'il y ait dedans des choses qui me plaisent. Mais, Bon, en tout cas, La digression commence à devenir un détournement Fabien, là. tu peux pas interrompre quelqu'un pendant qu'il parle. Pardon. Donc ça c'est donc le truc c'est que tu vois putain en plus tu me fais peur. Non l'important c'est que je pense qu'Olivier et moi on est d'accord sur un point, c'est que il faut du temps pour que dans le jeu de rôle se développent chez les joueurs des qualités qui nous sont chères à tous les deux. C'est-à-dire que nous, on attend d'un joueur qu'il ait une réflexion critique, philosophique, sociale, politique, une tolérance, un contrat, l'acceptation aussi d'un contrat social. Et ça, je pense que ça prend du temps et que ça ne peut pas s'effectuer en un quart d'heure. Et donc, du coup, les qualités qu'on attend créer, générer avec nos parties de jeu de rôle présupposent qu'ils prennent du temps. Et c'est pour ça qu'on est si sensibles tous les deux, parce qu'avec le podcast Marane Bretagne, Pika, on s'était pris quasiment autant la tête. Hein. Donc voilà, donc, c'est pour ça que tous les deux, Olivier et moi, on est sensibles à ça. Maintenant, voilà, je pense que Fabien a bien résumé quand même la situation et a bien fait sa synthèse tout à l'heure. Tu veux ajouter quelque chose et après on repart À propos au fil de Fabien. du monde de l'argent, juste parce qu'on avait cité des recherches et il y en a une qui... Enfin, moi, elle me parle tout le temps et je l'ai en tête depuis le début, alors j'ai envie d'en parler. C'est simplement, vous voulez savoir comment on va faire en sorte qu'un enfant soit dégoûté de dessiner. Et là, on parle bien d'un loisir créatif. Vous lui donnez 1 euro chaque fois qu'il fait un dessin. Au bout d'un moment, dans son cerveau, c'est la dissonance cognitive. Ceux qui veulent en savoir plus iront voir tout ce qu'il y a à savoir sur la dissonance cognitive et, à mon avis, ils feront très bien. Mais au bout d'un moment, dans son esprit, il fait le dessin pour avoir le 1 euro. Le jour où vous cessez de le lui donner, il a plus envie de dessiner. Et là, je parle d'études très documentées qui ont pu observer ça à suffisance. Une autre chose que je voulais dire, et je vais en terminer là, c'était que c'est aussi, quand je parle de tout ça, une espèce de conflit dans mon propre esprit contre la facilité, parce que je sens les clichés des séries, les clichés du cinéma venir très facilement coloniser mon imaginaire, et je pense qu'il y a un combat à mener ou une prise de conscience à avoir par rapport à ça. Et moi, je crois que tu n'as rien à craindre de Pika de ce côté-là. Non, ça je suis bien Quand d'accord. je vois les jeux qu'il fait. Je Alors là, il peut soutenir. Ah oui, j'étais pas en train de dire ça, Non, certainement. d'accord. Ça, Non, mais certain. je préfère Ouais, tout à fait. poser les choses. Allez, Fabien, on reprend le fil de ta conversation. Fin de la digression. Donc, maintenant qu'on a un peu discuté sur qu'est-ce qui fait que le jeu de rôle n'accroche pas, je voudrais continuer la discussion, mais en faisant d'abord le tour des raisons
des fausses raisons pour lesquelles le jeu de rôle n'accrocherait pas. C'est-à-dire que quand je vois ce qui se fait dans le milieu du jeu de rôle, il y a plein d'efforts qui sont extrêmement louables pour justement essayer que le jeu de rôle trouve son public. Et j'entends plein de gens parler de plein de trucs. Mais et là, je veux pas paraître l'emmerdeur. Hein. Je dis bien que c'est des efforts qui sont, je trouve, extrêmement louables, mais qui, à mon avis, ne sont pas efficaces ou ne vont pas au cœur du problème. Je crois savoir de quoi tu veux parler. Et je pense à des efforts tels que il y a pas longtemps, il y a des gens qui ont voulu lancer une campagne de publicité pour faire connaître le jeu de rôle en faisant des affiches qu'on diffuserait. Il y a également eu des efforts pour faire de la FFJDR pour faire reconnaître le jeu de rôle au niveau des institutions étatiques, ouais, au niveau institutionnel. Il y a eu des efforts pour à un moment il y avait ça se discutait un peu sur le forum de la FFJDR, mais je vous parle de discussion il y a 4 ans quand même, hein, pour faire un diplôme de meneur de jeu, pour faire un diplôme officiel de meneur de jeu. Donc il y a aussi un effort d'institutionnalisation. Il y a un autre effort. Adrien est outré. C'est le diplôme du meneur de jeu, ça l'a estomaqué. Ouais, un petit peu, ouais. Enfin, oui. Je sais pas quoi en dire. Hein. Ouais. Okay. Bon, enfin, on discutera pas chacune de ces, mais je fais le tour pour un peu en parler. Il y avait aussi. Rollis TV avait un projet de rassembler énormément d'argent pour faire une grande pub télévisée qui passerait à la télé, par exemple, sur le jeu de rôle. Voilà, ça rejoint un peu le truc du début de la publicité. Il y a aussi un truc qu'on entend de temps à autre. Si un jour je sors cet argument, je demande instamment aux personnes qui sont devant moi de me tirer une balle dans la tête. Non, je le ferai jamais. Séance tenante. Une petite claque dans la gueule, par contre. Qui est acheté pour faire vivre le jeu de rôle. Moi, je le dis. Acheter. Bon, j'allais dire mes jeux parce que j'en ai en projet, mais pour l'instant j'en ai qu'un seul. Mais achetez mes jeux parce que vous en avez envie, parce que vous en avez envie de jouer, mais pas pour me faire vivre. D'autres personnes peuvent avoir un autre discours, mais dire il faut participer à l'effort financier pour faire vivre ceux qui créent du jeu de rôle. Je suis pas du tout d'accord. Je crois que ce n'est pas une bonne solution. Mais enfin, toujours est-il que ça, c'est aussi un truc qu'on entend de temps à autre, de dire participer à l'effort, soutenez la création. Moi, je le fais de temps à autre. Il y a des jeux que j'achète de copains. Le jeu m'intéresse pas tellement, mais je le fais parce que c'est un copain. Mais j'achète pas de jeux pour soutenir les créateurs de jeux en règle générale. En règle générale. Par contre, tu peux acheter pour soutenir un créateur de jeu. Par exemple, j'ai acheté les bouquins de Thomas Munier. Merci, grâce à toi, j'ai pu manger un bon repas chaud. Exactement. Non, mais j'ai acheté Glossos, par exemple, que je recommande instamment, et pas seulement parce que c'est un copain, et pas seulement parce qu'il est juste à côté de moi, qui est un bouquin de nouvelles qu'il a publié sur Lulu. Mais c'est des nouvelles, c'est pas du jeu de rôle que j'ai trouvé vraiment excellent. Donc là oui, je l'ai acheté pour soutenir un auteur. Voilà, c'est ça, pour dire. C'est une pratique quand même dans le jeu de rôle indépendant qui est assez courante. Ouais, pas tant que ça. Hein. Adrien me demandait l'autre jour sur les 135 exemplaires que j'ai vendus à ce jour de Monostatos, combien il y en a qui ont été achetés par des copains, et je dirais pas plus de 35. D'accord. Okay. Donc sur 135, c'est quand même pas, c'est pas tous les exemplaires que j'ai vendus viennent pas de copains qui l'achètent parce que j'ai une bonne poire, quoi, ou parce que ce sont des bonnes poires. D'accord. Il y a aussi leurs copains. Non, il y a ma maman qui en a acheté 50 exemplaires pour. C'est sexiste d'ailleurs que je dise ma maman. Mon papa aussi en a acheté 50 exemplaires. Les parents. Voilà. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà. Donc c'est une liste d'initiatives que toi tu. C'est des initiatives que je trouve formidable qu'il y ait des gens qui aient envie de faire toucher le jeu de rôle. Ah oui. Non, je comprends pas pourquoi en fait. J'attends l'argument. Parce que justement, c'est pour introduire ce qui, à mon avis, toucherait vraiment au cœur. Il y a aussi les initiatives de dire on va faire des découvertes du jeu de rôle. Et ça, j'y reviendrai après. Les séances d'initiation au jeu de rôle, à mon avis, prennent le problème à l'envers. Le vrai problème, à mon avis, et là, ça va rejoindre toutes les réflexions qu'on a sur l'indépendance, c'est qu'en fait, c'est les jeux.
c'est les jeux, c'est-à-dire que les jeux qu'on a, le modèle économique qu'on a, les thèmes qu'ils abordent, les systèmes les systèmes de jeu, sont pas efficaces. Et comme ils sont pas efficaces, ça empêche le développement du jeu de rôle. J'ai développé Efficacité par rapport à quoi? Thomas Muni. Alors, je vais développer un peu mon propos. Olivier disait tout à l'heure que l'efficacité c'est le cœur. Mais là il s'agit pas d'une efficacité financière, hein, c'est pas une performance d'ordre comptable. Et puis je parlais justement du fait que l'efficacité dans le travail était devenue le seul critère et qu'on se préoccupait justement plus de faire un effort ou de faire quelque chose de bien sur d'autres terrains. D'accord. Alors là, c'est des réflexions que je reprends parce que je cite quand même d'où ça vient de Vincent Baker, donc sur son blog dont le nom m'échappe. These are our games. Ça c'est Ben Lehman. Ça c'est Ben Lehman. Ah putain, je confonds toujours. These are our games. C'est horrible. C'est Ben Lehman. Anyway. Le blog et qui a été repris. On en a beaucoup discuté aussi avec Guillaume Popov-Nocker, que les opaliens de Paris connaissent bien, qui est un type formidable. Et qu'on salue au passage. Je sais pas s'il écoute nos podcasts. Mais si, j'en suis convaincu parce qu'il laisse des commentaires réguliers. Ah oui, exact. Ça a été un des premiers à faire un podcast sur le GNS notamment. D'accord. Voilà, je le salue également au passage. Et donc cette idée que il y a trois trucs sur lesquels il faudrait travailler qui empêchent le jeu de rôle de se développer, c'est les thèmes qui sont abordés, des systèmes de jeu et le modèle économique. Bon, et là, je suis presque en train de faire un wrap-up de 4 ou 5 ans de cellules, quoi. C'est-à-dire, c'est que des trucs qu'on n'a pas arrêté de répéter, de podcasts de la cellule qu'on n'a pas arrêté de répéter ici, quoi. Je vois Thomas Poussou qui ouais, je crois bien, oui. Alcul. Par Alcul, mais bon, on pourrait faire un bilan en disant podcast numéro 1, podcast numéro 2, podcast numéro 3. Donc, les thèmes. Et ça c'est connecté à ce qu'on disait tout à l'heure. Les thèmes, c'est le fait que c'est des thèmes qui sont peu accessibles, qui parlent peu aux gens, qui sont assez limités. Je t'arrête tout de suite. Si tu parles de changer les thèmes et le système, tu parles plus de promouvoir le jeu de rôle qu'on connaît, tu parles de changer Attends, prenez les micros pour parler. Ouais, prenez les micros. C'est vraiment bien. Je voulais pas t'interrompre. Ouais. Je voulais que tu balayes mon argument du revers de la main parce que j'ai l'impression. Non, c'est-à-dire que ce que je dis, c'est que alors il faudrait parler de ce que c'est qu'un thème exactement. La question, c'est que je suis pas à nouveau. Je voudrais pas qu'on me prenne pour un élitiste au mauvais sens du terme. J'ai toujours répété que j'ai pratiqué pendant très longtemps du Warhammer, du Cthulhu, et contrairement à beaucoup de gens du milieu du jeu de rôle avec lesquels je discute, j'ai aucune honte à en avoir fait. J'adore ça. Je suis très heureux d'avoir fait du jeu de rôle le très traditionnel. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un potentiel dans ces parties qui pourrait qui pourrait s'épanouir et qu'on n'a pas encore, dont on ne bénéficie pas encore. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, c'est tout à fait. Moi, je suis très fan de fantasy. Mon premier jeu de rôle, c'est un jeu de rôle de fantasy, de SF. Donc, quand je dis qu'il faut réfléchir à de nouveaux thèmes, je dis pas qu'il faut réfléchir, il faut arrêter de faire de la fantasy ou de la SF. Je dis que par exemple, alors c'est un peu fastoche parce que vous êtes, mais essayez de réfléchir à combien de jeux vous connaissez sur le thème de la sexualité ou de la séduction amoureuse. Mais il y en a pas mal en fait. Oui, mais nous on les connaît, mais c'est pas le cas de tout le monde. Enfin... Tu vois, t'es d'accord que c'est pas le cas de la plupart et puis même la plupart des mondes de jeux de rôle en fantasy, ou même de jeux de rôle sans tomber dans la sexualité, juste on peut regarder sur la romance, tout simplement. Voilà. Juste parce que c'est vrai que la sexualité c'est déjà un peu plus complexe. C'est compliqué. Mais l'amour simplement. Juste l'amour de jeu de rôle où le thème c'est l'amour. Parce que, quelque part, tu veux dire qu'à chaque fois, ce sont les jeux classiques qui sont mis en avant et que c'est peut-être pas. Que c'est souvent les mêmes. C'est toujours des aventures les thèmes qui mis reviennent, en avant, ça va être des thèmes très classiques, qui sont la fantasy, qui sont la science-fiction un peu space opéra. Alors qu'en fait, l'amour, si tu veux, c'est un thème de fiction qui est
exploité à fond dans tous les autres médias, que ce soit la sculpture, la peinture, la littérature, la poésie, Les séries, le cinéma. Simplement, le jeu de rôle se limite à de l'aventure, ce qui est pas une mauvaise chose, mais il y a c'est un peu comme si on était sur un immense continent et puis on reste sur une île au milieu d'un lac. Alors comment veux-tu que les jeux qui parlent d'amour explosent plus que les jeux classiques alors qu'ils explosent déjà moins que les jeux? Ben peut-être parce que, enfin, à mon avis, tu prends le problème à l'envers. Moi, j'aurais plutôt tendance à te dire que à partir du moment où on va commencer à aller explorer d'autres territoires, le jeu de rôle dans son ensemble va exploser. Il en existe déjà des jeux qui explorent. Pas tant que ça. Ça commence. T'en Les fous- gens ça commencent à y jouer. Mais Et puis, du coup, les gens qui commencent à y jouer vont commencer à créer des nouveaux jeux et puis ça va. Enfin, mais ça suppose aussi que les rôlistes déjà ils jouent, tu vois. Mhm. Combien de gens ont joué à Breaking the Ice d'Emily Carbos? Là, on parle des hipsters, des rôlistes. Quoi. Ce qui est marrant, c'est que tu vois là une façon d'ouvrir davantage le jeu de rôle, ce qui est probablement vrai. Mais moi, ce que je constate, c'est que ces jeux-là sont justement ceux où le dévoilement est le plus grand et donc où tu vas avoir le plus de mal à faire participer des gens. Ok. Quasiment, enfin, l'immense majorité des gens vont avoir le plus Ok. de difficultés à participer à ça alors qu'à sur- autre sur- chose parce que sur le le thème de dévoilement y est l'amour, plus grand. Sur le thème de l'amour, ok, ça marche. moi, D'autres- il y a d'autres- j'ai un autre exemple, c'est le polar. Ouais. Voilà, absolument. le polar, c'est un des types de livres les plus lus. Il y a des rayons gigantesques dans les grandes librairies. Des jeux de rôle de polar, j'en connais très peu. Enfin, moi, je crois que j'en connais aucun, mais je dis peut-être des bêtises. On Hein. peut citer Hollywood, t'es très très bon, et Dirty Secret. Il y a aussi. Dirty Oui, Secret, effectivement, ouais, Dirty Secret, oui. Mais voilà, c'est assez. Et c'est flagrant parce que le polar, ça parle à tout le monde. Hein. Il y a une certaine légèreté aussi dans les traitements de ces C'est-à-dire que tu peux thématiques. Je vois par exemple la mort. C'est une thématique qui est régulièrement abordée dans le jeu de rôle. Oui, alors à nouveau, Combien de fois il y a des- Olivier va pouvoir te renvoyer Pour le. des trucs C'est pas quelque chose qui va plaire Qui- aux gens qui a parce qu'ils déjà- vont pas se découvrir sur ça. qui a déjà enterré l'un de ces personnages de jeu de rôle autour de cette table. Est-ce que quelqu'un peut Je m'en fous que ça plaise aux gens, d'accord. Oui, bien sûr. c'est les propos d'Olivier, il n'engage que lui. qui a déjà enterré un personnage de jeu de rôle autour de cette table par exemple? Tu veux dire enterrer sa fiche? Non. Des Non, mais tu vois, personnages faire une morts, j'en ai scène, plein. faire une scène où ouais, des persos morts, moi aussi j'en ai plein. Mais faire une scène où on enterre un personnage. En général, le cadavre reste sur Généralement, on place. et- dépouille d'abord et après Voilà, on c'est Ouais, ça, c'est ouais. ça. Hier, Vous voyez, j'ai- c'est ça hier, que je veux j'ai dire fait par la euthanasier mon perso hier. C'est ça que je veux dire par la légèreté. En fait, C'est alors sur ça, il y a aussi plein de jeux où la mort des personnages est hyper rare Adrien. parce que elle ne fait pas partie du système de jeu en fait. Hmm. Elle est une menace qui est finale, qui en pratique n'arrive jamais parce que le joueur va se révulser si ça arrive. Alors, moi j'aimerais bien entendre Fabien donner une réponse de fond à la question d'Olivier. Attends, alors je peux préciser parce Ouais, qu'en fait, je je vais t'en vous dire quelle était mon idée sous-jacente. C'était que je donne raison à Fabien en fait, mais que c'est en faisant un effort supplémentaire de dévoilement que justement tu te trouves un nouveau public et donc c'est justement en contraignant, en créant un effort et en créant une situation qui n'est pas si simple que ça, en mettant les gens dans une situation qui n'est pas confortable à la base, qui n'est pas facile et consumériste, que tu vas pouvoir les ouvrir à une forme de jeu de rôle qu'on aime bien. Donc l'exigence n'est pas une mauvaise chose en jeu de rôle. Moi, j'ai jamais dit le contraire. hein. Enfin, non, bien sûr, mais je me positionne pas spécifiquement dans votre débat, mais Thomas Munier et après Thomas Poussou. Alors, je peux me tromper, mais en fait, moi, ce que je vois là, donc, dans l'idée d'élargir la diversité des thèmes, c'est que effectivement, on peut peut-être aller chercher des thèmes plus populaires, hein, qui soient non geeks, par exemple. Effectivement, pourquoi pas écrire Les marins plus de de jeux de Bretagne. rôle sur l'amour, écrire des jeux de rôle sur le folklore breton. sur la cuisine aussi. Moi, j'ai eu des contacts du coup suite dis à ça parce que ça. j'ai un Je projet sais qu'il y a dans des ce jeux de sens-là. rôle qui se préparent sur la culture polynésienne. On va dire, ouais, ça commence à être de Ça niche. existe. Il y a déjà Ouais. Dog Eat Dog de Liam. Voilà. Son nom m'échappe. J'ai entendu aussi un projet, c'est pareil, j'en dirai pas plus parce que c'est limite confidentiel sur la plongée sous-marine. Ouais, non, mais c'est. Mais on peut aller chercher des thèmes populaires. Pourquoi on ferait pas un jeu de rôle Mon Petit Poney parce que c'est très regardé. Voilà, je ne sais pas. hein. C'est sûr que ça existe. Voilà, bon. Ouais, c'est sûr. Moi, j'ai déjà pensé. Ouais. Donc, Avec Thomas Poussou, mais je on pense avait envie de faire je un. pense qu'aussi, mais c'est exactement, je pense que ce qu'on essaye de dire, on peut aussi aller chercher du côté de thèmes impopulaires parce qu'en fait, il y a des personnes que ça intéresserait. Donc effectivement, est-ce que faire un jeu de rôle sur le deuil,
ou faire un. Moi, j'ai un projet de jeu de rôle existentiel sur la mort. On jouera des vieux héros qui commencent à être S'échapper des faubourgs, le jeu de rôle que j'ai fait pour le Game Chef, c'est un jeu qui parle de la perte des réalités et du suicide. Je passe la parole à Thomas et puis je voudrais dire quelque chose après sur Thomas Poussou. sur ce sujet. Oui, je disais que ce serait bien d'avoir un jeu de rôle plus exigeant pour demander encore plus d'exigence aux joueurs pour qu'ils aient des meilleures parties. Le problème, c'est que si tu augmentes l'exigence du jeu de rôle, il sera encore moins accessible. En fait, il faudrait déjà changer les gens pour dire faites des efforts. C'est là mon propos, c'est que l'accessibilité et l'exigence ne sont pas opposées, que tu peux être exigeant et que ça renforce parfois même l'accessibilité. J'en veux pour preuve ce podcast. À la base, on m'a dit oui, faut pas faire ça, les gens n'écouteront pas, ce sera trop intello, vous allez passer pour des obscurs branleurs intellectuels, etc. Résultat, aujourd'hui, ce podcast, il est écouté, on a des auditeurs qui nous suivent, donc c'est évident et il a un succès. Il est devenu populaire, le podcast de la CGU. Je me demande si l'audio n'est pas plus accessible, si tu veux, que l'écrit. Ce que je veux vraiment dire, c'est que oui, je suis pour qu'il faut de l'exigence, il faut vraiment faire des efforts pour faire des jeux de rôle. Pour moi, c'est le meilleur jeu de rôle qu'on peut faire. Mais on est quand même dans une idée où que si les gens changent pas, si tu leur proposes ça en disant voilà, ça va te prendre du temps, ça va être difficile, mais il faut que tu t'investisses. Mais tu vas trouver des gens qui vont être. Tu vas trouver des gens, mais pour la plupart des gens, ça ne va pas forcément marcher. Je sais pas. Moi, je ramène des gens du bureau, de plein d'horizons différents. Oui, mais alors c'est pareil. Et qui s'y intéressent, parce que finalement, s'impliquer un week-end, c'est rien du tout. Tu t'impliques un week-end dans 1000 autres choses. Tu vas te faire un week-end à tel endroit ou à tel autre endroit, et qui sont prêts à le faire. Je dis pas que je peux pas faire aussi tout à fait découvrir le jeu de rôle en une après-midi. Mais ce que je dis simplement, c'est que l'exigence, c'est parfois justement ça qui va rendre les choses accessibles, parce que les gens vont comprendre qu'ils sont sur le point de participer à quelque chose qui pourrait être vraiment bien, vraiment intéressant pour eux, dans lequel ils pourraient vraiment se retrouver, et pas simplement où ils vont être pris pour des consommateurs comme ils le sont habituellement. Et je vais juste conclure sur le vieux slogan d'Harakiri qui disait la pub vous prend pour des cons, la pub vous rend cons. Et mon idée est l'idée inverse, que si je traite les gens comme des gens intelligents, capables de faire des efforts, eh bien ils vont le devenir. Je préfère ce nivellement par le haut collectif que l'inverse. L'offre crée la demande parfois. L'offre crée la demande. Il y a une expérience de psychologie sociale qui s'appelle l'effet Rosenthal. Excuse-moi. Vas-y. Dans lequel t'as deux classes d'élèves moyens, et une fois tu dis aux profs de la classe, la première classe, tu leur dis ces élèves ils sont super bons, vous pouvez y aller, vous pouvez être super fort, allez-y. La deuxième classe, tu dis aux profs non mais c'est des branleurs, vous arriverez à rien, allez-y doucement. Et ben on se rend compte que la première classe devient de meilleur en meilleur au fur et à mesure de l'année scolaire, alors que la deuxième classe devient de pire en pire. Alors que c'est les mêmes élèves au départ, je veux dire c'est pas particulier. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet Rosenthal. Et ça va tout à fait dans ton sens. Thomas, tu voulais ajouter quelque chose? Ce que je voulais dire par rapport à ce que disait Olivier, je pense que oui, ça marche parce que tu es aussi un activiste du jeu de rôle. C'est-à-dire que quand tu vas parler de jeu de rôle, tu vas parler d'une passion tellement forte que ça va intriguer les gens. C'est-à-dire que maintenant, je pense qu'il y a de plus en plus de monde dans les magasins spécialisés, les boutiques spécialisées de jeux. Il y a un téléphone qui parasite. Ce n'est pas le mien. Ouais. Donc en fait, il y a de plus en plus de monde à aller dans les boutiques de jeux, donc qui peuvent voir le jeu de rôle. Je pense que quand tu connais pas du tout, ou que tu en as juste un peu entendu parler, tu arrives dans le rayon, tu vois les bouquins, tu les lis. Si tu fais quelque chose, on te dit attention, il va falloir du travail, il va falloir prendre du temps. Je suis pas sûr que les gens aient loin. Ils continuent à acheter à la base. Alors que si tu as un vendeur derrière qui t'explique, mais si vous allez voir, c'est génial, vous allez passer un pur moment, donc vraiment activiste. Oui, c'est pareil. Tous les personnes qui étaient non-joueurs. Ouais, non, mais dire. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Ça, j'y crois pas trop. Si le gars est déjà dans la boutique et qu'il cherche son bouquin et qu'il l'ouvre, il a déjà fait des efforts. Il va pas se dire ah bah mince. En plus, on me demande de réfléchir. Non, parce que dans une boutique, t'es pas obligé d'entrer dans une boutique pour du jeu de rôle. Tu peux entrer dans une boutique pour un jeu de plateau, mais tu passes devant le rayon et tu vas regarder ce que c'est. Ouais. C'est là que je suis en train de dire. Moi, je sais qu'effectivement, toutes les personnes à qui j'ai mis, toutes les personnes qui sont venues au jeu de rôle grâce à moi. Oui, parce que j'étais activiste, j'aurais expliqué ce que c'était. Dire, vous allez pas, vous avez des doutes, mais n'ayez pas peur, ça va bien se passer. En plus, on est entre potes, donc vous pourrez faire ce que vous voulez. Donc, je les ai vraiment amenés. C'est pas des gens qui sont venus tout seuls. Moi, j'ai une petite question. J'ai peur de troubler ton plan, mais on est d'accord que le jeu de rôle actuel tel qu'il est, il est génial, il plairait à énormément de gens. Fabien. J'en suis pas convaincu. D'accord. Et qu'il soit génial, oui. Je veux dire,
on parlait, je sais plus quand on faisait la liste des podcasts, et quelqu'un disait on ferait bien un podcast One Shot Warhammer. T'as bien vu que moi j'étais le premier à dire ouais volontiers. J'étais le second. T'étais le second. Donc je suis pas du tout mais en revanche, moi j'ai essayé de jouer à Warhammer avec mes parents, ça a bien moins bien marché que Prosopopée par exemple. Et Prosopopée a mieux marché que Monostatos, qui est déjà plus geek. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je parlais du jeu de rôle plus général, quoi. Tous les livres tels qu'ils existent, tous les jeux disponibles maintenant. Parce que mon point, tu vas pouvoir. Oui. C'était les gens ne savent pas ce qu'ils veulent quelque part. C'est peut-être eux qu'il faut commencer à essayer de changer plutôt que de travestir le jeu de rôle. S'ils se rendaient compte que c'était du bon temps passé en amis, du temps de qualité, et qu'il y avait très peu enfin, c'était obligé que ça leur plaise, ce que je considère être le cas, pour beaucoup de gens en tout cas. Ben. Il faut aussi toucher, enfin, je pense que si on a envie d'attirer des gens, si tu veux, pour aller au fond de ma réflexion, et qui est un objectif que j'ai annoncé, moi, dès très très loin, dès le début où j'ai commencé à vouloir faire Monostatos, j'ai toujours eu envie d'attirer des gens très différents, de grande qualité intellectuelle au jeu de rôle. Pourquoi ? Parce que ça va nous bénéficier à tous et que ça va améliorer la pratique. C'est presque quelque chose d'égoïste au fond. Hein. Tu vois, je dis, j'aimerais bien avoir des gens de haut niveau intellectuel qui viennent d'horizons complètement différents parce que j'ai envie de voir des trucs neufs. Enfer ou paradis, qu'importe, pourvu que nous ayons du nouveau, dit Baudelaire. Donc, c'était la minute, intello. France Culture. Voilà, c'est ça, la minute Arte. Mais tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai envie d'avoir des gens différents, exigeants intellectuellement, qui veulent faire. Pourquoi que des gens intelligents ? Je n'ai pas dit que des gens intelligents à aucun moment. À nouveau, je ne suis pas élitiste dans le mauvais sens du terme. Si tu veux, mais j'aimerais avoir. Je pense, j'ai surtout en tête certains copains qui ont essayé le jeu de rôle à une époque et qui maintenant font des trucs que je trouve super intéressants. Et je me dis putain, c'est tellement dommage que ces gens-là ne fassent pas du jeu de rôle parce que s'ils écrivaient un jeu de rôle, ce serait un jeu de rôle qui serait complètement ouf, quoi, où on s'éclaterait à y jouer. Est-ce que ça répond à ta question, Ben ? Alors, Ben. Et donc, si tu veux, là, pas tant que ça. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Je vais avoir du mal à la reformuler parce que. Alors. Ma question était, est-ce qu'il faut pas, dans l'idée où on veut séduire des gens, alors pas les séduire, mais avoir plus de gens à jouer au jeu de rôle. Ouais, si tu veux, alors peut-être que le problème de notre discussion vient du fait que moi je veux pas augmenter quantitativement le nombre de gens qui font du jeu de rôle. Évidemment, j'ai envie que tout le monde puisse y jouer, mais j'ai aussi envie que des gens intéressants puissent y jouer pour que ça améliore la pratique de tout le monde. C'est en augmentant quantitativement que tu augmenteras qualitativement. Moi, je pense que c'est le contraire, c'est augmenter qualitativement qui. Enfin. Bon. Augmenter qualitativement, oui, à partir du moment où c'est augmenté, mais plus tu auras de gens, plus tu auras de gens intelligents. C'est pas une répartition uniforme. C'est la métaphore des échecs, c'est pas ça ? La métaphore des échecs, oui, c'est effectivement ça. Mais pour ça, ils avaient aussi un bon jeu au départ, qui était les échecs. Rome. Moi, il y a deux choses que je voudrais dire. La première, c'est par rapport au thème. On l'a abordé rapidement. Moi, je trouve qu'un des problèmes par rapport au jeu de rôle, en règle générale, vis-à-vis des thèmes, c'est qu'en fait, on a encore un petit peu, mais ça tend à disparaître, la vision du jeu de rôle comme simulation de la réalité. Et donc, du coup, tous les thèmes sont abordés dans un seul et même jeu, mais aucun n'est abordé parce que le jeu cherche à tous les aborder. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est abordé que si le meneur de jeu l'introduit dans son scénario. Voilà. Alors, oui, déjà. Et puis, il y a des règles pour aborder finalement tous les thèmes. Quand tu vois, par exemple, le système storyteller de Vampire qui a été pendant très longtemps la norme. Allez, tu veux me séduire, fais-moi un jet de bluff. Voilà. Il y a un côté, on va tout aborder. Mais ce faisant, on n'aborde plus rien du tout. Et c'est ça le premier point. Alors je vois par exemple dans des jeux plus classiques aujourd'hui, comme Tenga par exemple, il y a des thématiques qui sont abordées de façon beaucoup plus intelligente. C'est-à-dire que on a cessé de vouloir tout aborder, et le jeu nous amène à aborder des choses particulières. Par exemple, là ici, en l'occurrence dans Tenga, c'est la relation entre une team de PJ à travers un monde en décadence. Et puis il y a aussi la notion du deuil qui est abordée dans Tenga. Et Jérôme me disait que c'était une notion centrale de Tenga et qu'en fait, derrière ces relations, il y a toutes des règles pour jouer le deuil, etc. Donc là, on a des jeux classiques aujourd'hui qui font mieux
qui aborde mieux les thématiques. Mais on peut aller encore plus loin. Par exemple, Breaking the Ice, c'est carrément un jeu monothématique où il n'y a vraiment qu'un seul thème qui est abordé, à savoir celui de la relation amoureuse. Donc tu vas. C'est vrai que c'est un peu comme un laser. Ce que je veux dire, voilà, c'est ça. Et que je trouve que ça va de mieux en mieux. Et je trouve qu'on est dans le mieux à ce niveau-là. Ça, c'était sur les thèmes. Et moi, maintenant, par rapport au jeu de rôle, parce que il y a un truc qui me révolte, c'est quand j'entends des gens dans le milieu du jeu vidéo s'octroyer la primeur de l'interactivité. Et etc. Et moi, ça, c'est une des raisons aussi pour laquelle. J'ai entendu il y a pas longtemps un journaliste qui disait, c'est génial le jeu de rôle, les jeux vidéo, on peut faire des choix moraux complètement ouf du genre donner ou ne pas donner de la nourriture aux gens pour résister à une invasion zombie. Et j'étais là, et ça, c'est un gros choix binaire. Moi, en fait, ce qui m'ennuie dans ce qui m'ennuie en fait dans le jeu de rôle et dans son état à l'heure actuelle, c'est ça. C'est cette méconnaissance de reconnaissance vis-à-vis des médias plus installés, à savoir le cinéma et le jeu vidéo et la littérature du jeu de rôle. Moi, quand je vois que, par exemple, en matière de game design, les rôlistes franchement, on est pas à l'origine, mais quand on regarde, c'est quand même le jeu de rôle qui a presque tout inventé, toutes les thématiques les plus complexes. Et après, elles ont été repompées. Le jeu vidéo doit beaucoup au jeu de rôle. Mais oui. Et moi, c'est ça. Quand j'entends l'avenir du jeu de rôle, tu vois, j'entends aussi dans ce podcast la thématique de remettre le jeu de rôle. Moi, je veux pas l'avenir. Remettre le jeu de rôle à sa place au cœur de l'interactivité entre et on travaille en plus sur le plus beau hardware, le cerveau humain. Et c'est ça qui est extraordinaire. Dans le cas du jeu vidéo, j'ai tendance à croire que les gens qui s'y mettent finissent par tomber dans le jeu de rôle. Quand ils jouent pas pour le côté sport, quand ils jouent pas aux jeux vidéo pour le côté sport, et qui s'intéressent à des jeux à mission, des jeux un peu indépendants, ils finissent par s'intéresser aux jeux de rôle. Il y en a trop des types de jeux. Il y en a trop. Enfin, quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, s'il y a quelqu'un qui est fan de FPS, il va jamais venir dans le jeu de rôle. Enfin, c'est. Ah bah je viens de là. Désolé. Ouais, écoute, t'es peut-être l'exception, mais Non, mais c'est. Tu t'intéresses forcément. Tu vas finir par t'intéresser à la culture geek, à la pop culture. Tu vas t'intéresser à l'héritage de la culture geek. Comme disait Romaric, tous ceux qui sont intéressés à la culture geek, tous ceux qui sont à la Japan Expo, tous ceux qui font toutes les conventions très geek en France ou ailleurs. La part de rôliste, elle est infime. Eh ben, elle est déjà, c'est cool. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que faut pas dire que tous ceux qui font du jeu vidéo. Tout ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a, à mon avis, pour nous, rôlistes et podcasts de la cellule, énormément de travail à faire dans le démarchage par exemple, des podcasts sur le jeu vidéo. Moi, ça fait plusieurs temps que j'essaye de contacter les podcasteurs de chez Gameblog pour leur dire attendez les gars, moi j'ai des choses à vous raconter, j'ai des choses à vous dire. Et tu vois, il y a No Life par exemple. Tac, faut leur mettre le grappin dessus parce que il faut essayer de faire sortir le jeu de rôle du bois et de le remettre à sa place. Olivier voulait parler. Est-ce que ou je passe directement la parole à Pika? Ça va être troll parce que je vais dire du mal du jeu vidéo, mais simplement j'ai un colocataire qui est très très impliqué dans tout ce qui est jeu vidéo et qui a des joysticks de très très vieux jusqu'à très très récents. Ouais. Et j'ai remarqué en les lisant aux toilettes, puisque c'est là qu'il les a mis, que plus tu remontes à une joystick, date, c'est la revue, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Plus tu remontes à une date ancienne en termes de parution. Ouais. Donc, si tu es dans les années 90, par exemple, tu vas retrouver beaucoup d'articles sur des jeux de rôle. Ouais. Alors que plus tu avances dans le temps, plus ça c'est complètement sorti des revues en question. Et pourtant, je vous jure que j'ai aussi l'impression que l'interactivité a vachement reculé depuis que les jeux de vidéo sont devenus plus beaux. Je pense à Fallout 1, Fallout 2 et les autres jeux d'Interplay qui étaient mes derniers vrais bons souvenirs de jeux de rôle de jeux de vidéo d'où je sortais jeux vidéo de rôle d'où je sortais en ayant vécu une aventure, je sortais plus rempli au lieu d'être vidé par un truc répétitif. Ben et après Pika. Parce que ça fait... Très rapidement, est-ce que c'est parce que... Attention à ton micro, toi. Comment tu tiens ton N'est-ce micro pas parce que tu suis la couche haute du jeu vidéo, joysticks, ils parlent de moins en moins du jeu de rôle parce qu'ils se sont mis, ils ont fait un choix édithique de parler de plus en plus du jeu de rôle qui rapportait de l'argent, le casual. Du jeu vidéo, tu dis. Du jeu vidéo, pardon. Tiens. N'empêche que le jeu de rôle indépendant et peut-être celui dont il parlait à l'époque existe toujours et évolue quand même. Jeu Il est pas en train de jeu disparaître. vidéo, tu voulais dire. Le jeu vidéo, j'ai encore dit Ouais. Ah d'accord. jeu de rôle. Pika. Enfin, j'ai envie de dire. Je vais le redire, mais puisque là, justement on a commencé à parler du jeu vidéo,
Bon, il y a des avenirs du jeu de rôle qui restent à écrire. Je pense que notamment la clé, elle est... on a parlé de la durée, on a parlé des thèmes, mais il est aussi tout simplement dans la forme. Hein. Moi, je pense par exemple... et il y a aussi des avenirs du jeu de rôle qui sont déjà apparus. Qui sont justement le jeu vidéo. En fait, il y a énormément d'artefacts du jeu de rôle qui sont dans le jeu vidéo. Oui. Il y a même tout simplement des pratiques. Moi, je pense qu'il y a pas mal de gens qui jouent aux jeux vidéo en faisant du rôle. Je pense qu'il y a pas mal puis je pense qu'il y a pas mal de gens qui Du jouaient roleplay. à Donjons et Dragons dans les années 80 et finalement qu'ils ont retrouvé ça en mieux dans certains jeux vidéo et qui du coup en fait maintenant ces gens ils jouent à WoW, tout ça. Donc et en fait ce que je veux dire là, il y a aussi le jeu de rôle par forum qui est une autre forme. Il y a la soirée enquête, le grandeur nature. Ce que je veux dire, c'est que les avenirs du jeu de rôle, ils existent déjà, Ouais. mais en fait, on ne les appelle plus jeux de rôle. Fait, ils sont sortis. Tu vois, en fait, c'est une opinion personnelle sur l'innovation. C'est que de toute façon, il y a un moment quand tu innoves. Où tu cesses de faire partie. Tu sors, tu crées un nouveau domaine, tu changes de domaine simplement. Comme la philosophie, il y a eu la sociologie. Et en fait, mais cela dit, il y a deux types d'innovation. En fait. Bon, ok, admettons peut-être, mais bon, je prétends pas avoir la clé sur le sujet. Mais cela dit, il reste des innovations à l'intérieur du jeu de rôle, c'est-à-dire on reste jeu de rôle sur table, parce que finalement, qu'est-ce qu'on parle ? On parle du jeu de rôle sur table, si j'ai bien compris. Mais encore que justement, est-ce qu'on pourrait pas avoir des jeux de rôle ? Il y a plein de trucs. Est-ce qu'on pourrait faire des jeux de rôle où on pouvait jouer dans la rue, quoi ? Il me semble que tu m'avais parlé de système où tu peux des profondis, tu peux jouer dans la rue en réalité augmentée, en fait. Donc, dans des ce sont des choses qui vont révolutionner. Où il y a effectivement des innovations qui existent déjà, et en fait, il faut juste qu'elles finissent de faire leur chemin. Moi, je citais un petit quelque chose qui m'a fait plaisir personnellement, mais je pense que j'aurais pu constater avec un autre type de jeu. J'ai fait une campagne avec 3 rôlistes de Influenza. Et du fait que c'était en narration partagée, eux c'était des joueurs de jeux de rôle traditionnels, ils m'ont dit on s'était bien promis qu'on referait jamais de jeux de rôle. Et ben finalement si c'est comme ça on va en refaire. Ça c'est intéressant comme expérience. Donc effectivement. Alors moi je tiens à dire que j'ai exactement la même expérience sur Sens. Voilà. Il y a des tas de gens qui m'ont dit j'avais arrêté le jeu de rôle et Sens. C'est vrai quand même que quand on innove. Alors effectivement, on prend le risque d'un jour de plus être du jeu de rôle parce qu'on a trop dévié, mais bon, à la limite, super. Mais quand on innove et que finalement on reste quand même dans ce qu'est le jeu de rôle, eh bien, il y a vraiment une récompense au bout du fil en termes de rencontre d'un nouveau public. Très bien. Ok. Moi, je voudrais reprendre ma fonction structurante et essayer de vous parce que on dit plein de choses intéressantes, mais j'aime bien me tenir à un plan. En tout cas, on risque de se. T'es d'accord Ah oui, alors à fond. D'accord. Okay. D'accord. J'apprécie beaucoup ta présence sur les podcasts aussi pour ça. Ok. C'est parce que je veux pas faire mon chieur à imposer ma direction. Non, mais même ça guide, mais ça ne nous impose pas. Un peu pour conclure sur la question les questions du thème. Moi, j'avais 2 réflexions par rapport à ça. La première, c'est que je crois que l'indépendance est très importante aussi pour ça, parce que quand nous, on sera devenus des vieux cons, et j'espère quand on aura aussi des femmes et qu'on aura des vieilles connes avec nous et qu'on sera un peu plus installés, on ne dictera pas quels sont les thèmes qu'on veut accepter dans le jeu de rôle ou pas, et donc on le fait déjà pas quand on est des petits jeunes, donc des petits cons, donc on le fera pas quand on sera des vieux cons. T'en sais rien, on peut évoluer de pire en pire, tu sais, on peut devenir de vieux réacs. Moi, dans mon temps, on était en autorité partagée, c'est pas ces trucs-là comme ce que vous faites qui sont pas du jeu de rôle. Bref, ça c'est mon premier point. Deuxième point, c'est que je crois aussi qu'il y a une question de traiter les thèmes qu'on traite déjà. C'est-à-dire que ça, je reprends un peu une idée qu'on avait développée sur le podcast sur le propos dans la saison précédente. C'est pas parce qu'on a déjà traité d'un thème qu'on peut pas le refaire avec nos propres points de vue et y apporter quelque chose de nouveau. Regarde, Pika, prends ton micro parce que je sens que tu vas me sauter dessus vite fait. Non. Lovecraft,
qu'est-ce que c'est traité comme sujet, nom de Dieu? Il y a l'appel de Cthulhu, il y a Trails of Cthulhu, il y a le Cthulhu Game Show. Il y a voilà. Arctum Cthulhu, Innomable de Profondis, Cthulhu DDR, Milvaux. Voilà. Et les jeux vidéo, combien de jeux vidéo? Combien? Qu'est-ce que t'as dit, Olivier? Non, il y a un hack de Apocalypse World pour faire D'accord. D'accord. Donc voilà. Mais à mon avis, bon, mais là, je reviens un peu sur ma dimension élitiste, mais élitiste du bon côté, c'est-à-dire au sens de se dire qu'on peut exigeant. On peut exigeant, voilà, on peut, mais l'idée que tout le monde peut faire des trucs vraiment intenses et puissants, c'est l'idée qu'on peut traiter des thèmes qu'on connaît déjà, mais avec une plus grande profondeur, avec une plus grande dimension critique, une autre approche. Oui, juste une autre approche. Il n'y a pas besoin de changer de thème, enfin de changer de. Il n'y a pas besoin de changer tout l'univers. Ouais, il n'y a pas besoin de changer même la profondeur faire un de truc ce qu'on va original. aborder, juste changer de système, changer de. Mais ça, c'est encore un truc hérité de la vieille idée rôliste qu'il faut faire des jeux qui soient des simulations. Donc du coup, tu trouves un univers dans lequel simuler. Il faut émuler des époques, émuler des peuplades. La continuité du jeu aussi. Hein. Les Cthulhu, ils n'ont pas évolué tant que ça. Bon, enfin, on a Thomas Munier à la table, donc. Mais c'est Picatulu, c'est pas Cthulhu, c'est pas vraiment, c'est un Pokémon. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec Milvaux, par exemple, il aborde les. Alors, moi, j'entends bien le jeu Cthulhu, uniquement Cthulhu. Le système du jeu n'a pas bougé. Il y a eu plein d'éditions. Ils ont changé des c'est textes. faux, ils ont changé le système. Ouais, c'est passé de case. Bon, bref. Non, trompe pas. Attention, je vous surveille. Toujours. Ce que je veux dire, c'est que par exemple. Je reprends une idée qu'on avait déjà développée, qui est par exemple si tu regardes Tolkien, ok, énormément de fantasy rôliste et une fantasy très inspirée de Tolkien, alors que il y a de la fantasy inspirée de Mirwin Peak, Gormenghast, il y a de la fantasy comme celle de Jacques Abeille par exemple, enfin c'est pas exactement de la fantasy, mais enfin des mondes imaginaires, mettons, qui sont complètement sous-exploités en jeu de rôle. J'espère pouvoir y remédier, mais ça fait partie de mes nombreux projets en attente. Et si on reprend Tolkien, il y a des propos qui sont incroyables dedans. Je veux dire, je répète ce que je disais à propos des elfes. Les elfes chez Tolkien, ils voient la beauté ils aiment la nature parce qu'ils voient dans le ressac des vagues la chanson d'Ilúvatar, donc du créateur originel, qui est toujours présente. Parce que eux-mêmes sont des créatures d'Ilúvatar et donc ils perçoivent cette beauté-là. Les nains n'aiment que les artefacts, c'est-à-dire les objets qu'ils ont créés eux-mêmes, parce que eux-mêmes sont la création d'un dieu, des créations inférieures d'un dieu forgeron. Et donc, ils ne sont pas capables d'apprécier la beauté du. Et par exemple, on pourrait reprendre énormément de thèmes qui ont déjà été traités, mais avec une plus grande profondeur, avec un propos plus fort. Vas-y, Olivier. Non, vous voyez, j'étais en train d'hésiter à réagir. C'est juste que Tolkien, pour moi, c'est un furoncle. C'est quoi C'est un furoncle. D'accord. C'est un tas de pus qu'il faut percer avec bourré d'idées politiquement complètement glauques. Si vous voulez les détails sur cette réflexion, elle n'est pas de moi, elle est d'un auteur génialissime qui s'appelle China Miéville et qui a un blog en anglais où il explique pourquoi il y a toutes sortes de valeurs ultra réac véhiculées dans cette version-là de la fantasy. Il explique pourquoi en fait on a fait une maladie de jeunesse à croire que c'était pas mal, et en fait il prouve par ses œuvres à lui qu'il y a moyen de faire 1000 fois mieux et de développer une créativité beaucoup plus grande que simplement figer quelques classes sociales dans des prétendues races pour. D'accord, ok. Je peux pas entendre ce nom de merde sans avoir envie de réagir. Okay. J'invite vraiment ceux qui veulent se renseigner à aller voir le blog de China Miéville. Juste pour être plus constructif, c'est vraiment dans China Miéville, moi je connaissais pas ses propos sur Tolkien, mais quand on voit ses bouquins, par exemple, je pense moi j'ai lu Perdido Street Station. Par exemple, Perdido Street Station, les protagonistes principaux sont très laids en fait. Il y a une célébration de la laideur. C'est tu penses que c'est l'avenir du jeu de rôle, cette célébration? Mais non, c'est pas ça. C'est que tu vois, tu twistes, tu twistes le thème, quoi. D'accord. Et c'est vrai que par exemple, dans pas mal de jeux de rôle fantasy actuels,
on est plutôt dans la célébration de la beauté de ton perso. Bon, à part vraiment des certaines classes, des fois, qui vont être disponibles de façon très... Mais je connais pas beaucoup de jeux de rôle où toutes les classes de personnages qu'on va te proposer sont en fait des personnages qui sont dérangeants, bizarres. J'ai l'impression qu'on dérive, on n'a pas laissé... Mais je vois ce que mais, fait bien. Mais par exemple, ça, c'est aussi un thème qui est, c'est aussi une manière de réaborder un héritage que de toute manière on a, de manière plus profonde. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai hésité à réagir. Hein. D'accord. Vous m'avez fait réagir. Mais ça, c'est aussi une excellente, si tu veux, en étant très critique avec notre héritage, c'est aussi une excellente manière de retraiter des choses. C'est pour ça que je veux dire qu'on n'est pas, peut-être pour répondre aussi à ce que disait Benjamin, on n'est pas obligé de changer totalement le jeu de rôle, mais juste de l'appréhender d'une autre facette, d'une autre manière. Il y a tellement de possibilités combinatoires au monde et on en explore tellement peu. Ouais. Et c'est valable aussi pour le jeu de rôle. Vu de ce point, je suis d'accord. J'aimerais passer, je reprends un peu mon rôle de prof structurant. J'aimerais passer à un deuxième point sur lequel, bon, là autour de la table, on n'aura pas tellement de difficultés, c'est les modèles économiques. Alors, les modèles économiques, c'est simplement de dire que, voilà, il faut, comme le jeu de rôle est petit, on vend peu, qu'on a du mal à toucher des grands circuits de distribution et donc on a peu d'économies d'échelle, eh ben, il faut trouver des modèles économiques qui nous permettent quand même d'exister. Bah oui. Notamment parce qu'à mon avis, un truc qui affaiblit beaucoup le monde du jeu de rôle à l'heure actuelle, c'est, enfin, peut-être plus à l'heure actuelle, mais qui l'a affaibli pendant de longues années, c'est les faillites de structures, les gens qui se retrouvent parce qui font le jeu de rôle de trop, quoi, qui l'écoulent. Ouais. Et pour ça, faut accepter, mon cher Fabien, de vendre ces jeux un petit peu plus cher que 15 €. Hein, mais avec 15 €, je me suis déjà fait une sacrée quantité, tu peux pas en vivre. une masse de pognon, mon cher. On va en parler. Mon cher Romaric. Alors, le jeu de rôle de trop, c'est parce que dans la culture rôliste, il y a aussi la culture du bel objet, voilà, de l'objet, et du coup, on veut toujours faire trop, la couverture donc, cartonnée. Il faut pas hésiter à faire à des jeux qui sont plus sobres. Résultat. Et là, sur ce point de vue-là, je crois que la question sobriété, Monostatos, c'est pas mal. Et en se disant, ben, mon jeu peut être très sobre et être très bien. Oui. La simplicité volontaire. Et du coup, c'est la qualité de la partie qui va compter et non plus la qualité de l'objet. Et du coup, les coûts de production vont diminuer et les rémunérations pour les auteurs seront plus grands. Un des aspects de ce qui m'inquiète, c'était justement ce fétichisme de l'objet qu'on retrouve de plus en plus chez les rôlistes. Tous ceux dans mon entourage qui collectionnent les bouquins de jeux de rôle et qui en ont des bibliothèques entières sont ceux qui jouent le moins. C'est systématique chez moi. Je ne sais pas si vous avez la même observation, mais dans mon entourage, c'est systématique. Moi, c'est de plus en plus, en fait. J'ai que tous les rôlistes que je connais, généralement, ils ont la collectionnite. Hein. Bon, moi, j'achète des beaux bouquins, effectivement, qui généralement lisent, mais ne joueront jamais. Chez mes parents, j'ai 7 mètres en linéaire de jeux de rôle. Donc, je crois que la collectionnite, je connais bien. Maintenant, j'en ai 50 cm de jeux de rôle indie sur mon étagère. Donc, je connais bien. Maintenant, que ce soit lié nécessairement, que la collectionnite soit nécessairement une mauvaise chose, j'en suis pas certain. Mais en tout cas, c'est certain que le fétichisme de l'objet, et là, je te rejoins complètement, c'est à mon avis une chose qui est, ne serait-ce que, c'est dangereux, ne serait-ce que parce que, regardez, le jeu de rôle, c'est quand même un jeu sur lequel il y a besoin de peu de compétences techniques. Si tu sais faire fonctionner un Word et que tu as joué un petit peu, ben ça tourne. Alors, le problème, c'est qu'après, pour sortir un jeu de rôle, nécessairement, il faut que tu aies un illustrateur, un maquettiste, un circuit de distribution complexe, que tu aies quelqu'un qui te fasse ta maquette, ben, je l'ai déjà dit. Et en fait, quand moi j'ai voulu publier Monostatos, je me suis dit, mais attendez, on n'a pas besoin de tout ça, on peut s'auto-former à plein de trucs. C'est pour ça que je te vois. Tu peux aussi faire un PDF. Hein, Tu peux même faire un PDF, absolument. Mais que un PDF. Tout à fait. Ton jeu, faut qu'il soit joué, faut pas qu'il soit possédé. Je suis tout à fait d'accord. Mais le problème, c'est quand la norme, si tu veux, pour qu'un jeu de rôle soit respecté, accepté, critiqué, que des gens le prennent au sérieux. Ouais. C'est peut-être ça ce que j'essaie de dire. Le prennent au sérieux. Il faut que ce soit un truc épais avec plein de suppléments. Oui. Expérience personnelle. En format A4. Le PDF ne marche pas. Le PDF. Auprès de qui marche. Auprès de qui? Auprès des rôlistes. Il faut vendre. Alors d'abord, le PDF gratuit, ça ne marche pas. Il faut vendre un produit, il faut vendre assez cher, sinon c'est pas sérieux. Et il faut un livre physique, qu'on trimballer, montrer, etc. Et ça moi j'ai l'expérience. Hein. Alors,
4000 € de perte sèche à essayer de faire du PDF Je suis peut-être gratos. optimiste, c'est peut-être en train de changer avec les Hein. tablettes, les gens consomment différemment, les bouquins, tout le monde s'en fout. Tu lis le bouquin, c'est pas le fait de le posséder qui est Ça sera important. pas le cas de tous les rôlistes, hein, loin de là. Des nouveaux en devenir, il y a fort Les à tablettes, parier. en 2 ans, elles sont bousillées, les tablettes. Non, mais je parle J'en ai de une tablette, c'est de la dématérialisation, merde quoi. pour faire du jeu de rôle parce que tu la trimbales. Tout ce que je veux dire, Je parle de dématérialisation, les rôlistes là qui sont en devenir, qui sont en train de jouer à des jeux vidéo à 12 ans, qui sont voilà. tout ce que je veux dire, c'est que Ils vont être dans un monde où posséder un bouquin, ils en ont rien à foutre. L'important ce sera de l'avoir lu, j'espère. tout ce que je veux dire, c'est que pour reprendre sur le thème de le jeu de rôle comme loisir révolutionnaire et libertaire, le jeu de rôle, t'as besoin de presque que dalle, hein. À la lumière du jour, quelques cubes en bois ou en plastique. Une plume. Non mais par rapport à une console de jeux vidéo, tu Mais vois, oui, ou t'as besoin de manettes, t'as besoin d'accessoires. maintenant t'as besoin d'une connexion t'as internet. besoin d'un jeu. Par rapport à quasiment n'importe quel sport en dehors de la course à pied, tu vois, où t'as besoin d'équipements complexes, de trucs comme ça. Le jeu de rôle, t'as besoin de que dalle pour le faire. Mais oui, c'est ça. Et D'une imagination. Quoi. voilà, T'as besoin de potes. Adrien. t'as besoin de potes, ça c'est la denrée rare. Et donc à cause de ça, si tu veux, C'est un c'était- bon jeu, t'as même pas besoin d'imagination. Oui, absolument, je suis tout à fait d'accord. Et donc, Fabien. en fin de compte, c'est ironique et c'est tragique qu'on ait besoin de tant de choses pour publier un jeu de rôle. Je pense à, tu vois, le jeu vidéo indépendant s'est développé incroyablement. Tu le soulignais tout à l'heure. Et pourtant, le jeu vidéo, il faut des compétences techniques assez pointues. En tout cas, moi, Il faut du temps. Il faut aller sur Internet et se documenter. Ça prend rien, du temps. d'accord, ok. Ça marche. Mais même ça, il faut quand même des compétences techniques, tu vois, qui sont... Ok, t'as l'air de dire que C'est pas de l'impertinence. Il faut du temps et un peu de Ouais, il volonté. faut du D'accord. temps. Je pense que ce qui va poser problème, c'est la même chose que pour le jeu de rôle, c'est que si tu sais écrire, si tu sais coder, il va te manquer le graphisme en fait. Hmm. Je pense que c'est le Ouais. point, c'est le point qui est noir autant pour les rôlistes que, enfin, pour les auteurs de jeux que pour les auteurs de jeux vidéo indépendants. Ok. Et alors, moi, je voudrais revenir un peu sur on avait fait un podcast sur les systèmes économiques Oui. dans la précédente saison avec Fred notamment. Et Qui s'appelait le jeu de rôle indépendant. le jeu de rôle indépendant, oui, tout à fait. Et j'ai la prétention de dire que la seule chose qui m'empêche de continuer à publier, qui pourrait m'empêcher de continuer à publier des jeux de rôle, c'est le manque d'envie et le manque de temps aussi. C'est-à-dire, si un jour je suis complètement crevé et je n'y arrive plus, je dis bon, moi je suis obligé de lâcher les jeux de rôle, mais économiquement, notamment grâce à Lulu et grâce à un peu d'auto-formation et au fait que j'ai accepté d'avoir des jeux qui soient sobres, eh ben, je ne peux pas m'écrouler. C'est-à-dire que je prends 0 risque financier ou presque. C'est de l'ordre de 200-300 €, donc un truc que je peux personnellement soutenir. Et donc, je ne peux pas m'écrouler. C'est-à-dire, la seule chose qui Bah, attends. Je suis d'accord avec oui. cette position. Un créateur de jeux de rôle devrait faire en sorte de Ben. gagner sa vie dans un coin, avoir énormément de temps libre. Alors moi, faire je un gagne jeu pas de ma rôle. vie, attention. Avec Non, le mais jeu je de veux dire rôle, ne hein. pas dépendre de ça. Voilà, c'est ça. Je veux dire, Ben, il veut dire gagner sa vie autrement. Tu bosses 4 heures en tant qu'ingénieur pour un truc. Exactement. Tu gagnes plein de brousouf. Et puis en attendant, avec ton temps 20 heures libre, par jour tu de fais temps tu fais ton jeu. Mais comme il y a beaucoup, on en a discuté. Il y a aussi des études de sociologie, mais le nom du type qui a fait ça m'échappe, sur les écrivains, où il montre qu'en fait Bertrand Lahire. Bertrand Lahire, merci Thomas Minier. mon Pika. Oui, c'est ça, c'est Lahire. Où il montre ce qu'il appelle la double vie des écrivains, c'est-à-dire des gens qui sont à la fois écrivains et ouvriers et employés et ingénieurs et qui font toujours 2 trucs parce qu'ils vivent pas de leur plume, mais en fait ils ont un métier qui les nourrit et puis ils font comme ça. Bon, toujours est-il que ce que je veux dire, c'est que moi, l'Alcyon ne fera pas faillite, quoi. C'est pas possible. La seule manière que l'Alcyon cesse, c'est que t'en aies marre. Olivier, tu voulais intervenir. Non, simplement refaites pas un podcast précédent parce que ça. D'accord, j'en ai mais- déjà beaucoup entendu. Je sais, ouais, mais c'est simplement pour Moi, dire. j'aime bien le fait qu'ici il y ait une réflexion sur il faut pas forcément en vivre, effectivement. Moi, tout ce qui nous fait échapper aux contraintes de l'argent est intéressant. Et c'est vrai qu'avoir échappé à toute une série d'intermédiaires ne veut pas dire qu'à un moment l'auteur lui-même ne risque pas d'être pris Ok. dans ces mêmes Alors moi, contraintes là-dessus, j'ai et une autre piégé théorie. par ça. Là-dessus, j'ai une autre théorie, Olivier, c'est que pour moi, c'est justement en faisant des jeux de qualité
qui sont issus justement de motivations autres que de faire de l'argent que tu fais beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'en gros, c'est en faisant de la qualité, des choses innovantes que tu gagnes des sous. Je te donne un exemple, le Val. Quand j'ai présenté le jeu les premières fois, on m'a dit oui, ça marchera pas parce que ça rentre pas dans les cases du jeu de société traditionnel. Il faut que tu fasses des cartes en plus, il faut que tu vendes des produits. Le Grumpf me l'a dit, Manu me l'a dit, Thomas me l'a dit. Tout le monde me disait ça. Résultat, j'en vends une quantité conséquente et je te rassure, je gagne de l'argent. D'accord ? Donc il faut aussi aller jusqu'au bout de ses convictions. Flavie me dit toujours, les convictions, ce sont les plus dures à tenir, mais à la fin, ce sont celles qui paient. Et je pense que quand elle veut dire paye, elle pense au sens moral, individuel, au sens bonheur et également au sens économique du terme. Et ça, j'en démords pas. Un jour, on dira de la cellule, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est vrai. Hein. Fabien, moi, je savais pas que c'était impossible de publier un jeu de rôle tout seul. Beaucoup avec le soutien de Romaric, Fred et Christophe, j'y suis arrivé. Mais je te donne raison, hein, et je sais aussi d'expérience personnelle dans des domaines tout à fait différents que les gens, quand ils payent, ont le sentiment que du coup ils doivent prendre les choses au sérieux. Je sais aussi tout ça. C'est aussi pour dire aux Français qui ont un problème, vraiment, les Français ont un problème avec l'argent. N'ayez pas honte de gagner de l'argent si ce que vous faites est de qualité. Faut pas non plus en avoir honte et faut pas non plus dire oui, ne pas parler salaire, etc. Ne pas dire combien on gagne, machin, être timide. Non, faut dire. Moi, par exemple, le jeu de rôle à l'heure actuelle, ça représente 800 € par mois. D'accord ? Mais c'est aussi, en ce moment, c'est un peu exceptionnel. C'est parce que j'ai sorti des jeux assez récemment qui marchent bien, etc. Mais voilà, c'est pas mal. C'est déjà pas mal, franchement. Donc, oui, mais si un jour c'est 4000 par mois, je crains que ça porte atteinte à la manière dont tu crées. Eh ben, mon gars, on sera toujours ensemble à ce moment-là parce qu'on sera toujours potes, je pense. Avec et plaisir. on pourra refaire un podcast pour en juger. Mais je te raterai pas. Si tu me rattrapes. Moi, je serais toujours ton pote si tu gardes 40 000 € par mois. Ah bah oui. Alors non seulement tu seras mon pote, les fauteuils seront plus confortables. Non seulement tu seras mon pote, mais en plus tu seras payé pour tout ce que tu fais parce que tu fais énormément de choses pour la cellule. Dans l'ombre, parce qu'il faut savoir que Ben Darky, c'est l'artisan des ateliers imaginaires, c'est celui qui s'occupe du blog de la cellule quand il y a des petits problèmes, des machins comme ça. Avant c'était Thomas, maintenant c'est Darky. Voilà, on est en train de monter des sites internet avec Dark, qui fait plein de choses. Et moi, mon rêve, ce serait de pouvoir un jour te rémunérer pour ça. Donc, rémunérer. Rémunérer. Mais voilà, c'est ça. Mais je suis sûr que c'est en faisant des jeux de bonne qualité et en faisant des jeux originaux et justement en ne se trahissant pas que l'on peut un jour gagner de l'argent et ce n'est pas une honte d'en gagner lorsque l'on fait cela comme cela. Et je voudrais arriver au troisième point, à mon avis, sur lequel on peut améliorer nos jeux. J'espère que c'est le dernier parce que 1h25 de podcast. Ouais, absolument. C'est le dernier. Très bien. C'est le troisième point sur lequel, à mon avis, on peut améliorer les jeux pour assurer un avenir au jeu de rôle, c'est les systèmes. C'est-à-dire faire des systèmes qui marchent mieux et qui fonctionnent mieux. Petit exemple. Les auditeurs de la cellule savent que je suis plutôt critique vis-à-vis des systèmes traditionnels, donc je vais pas m'en priver. C'est très compliqué de faire comprendre, de faire accepter, surtout de faire accepter à quelqu'un qu'il y a une personne à la table qui en fait a en fin de compte tout pouvoir sur l'histoire. La fameuse phrase « le meneur de jeu a toujours raison ». J'en veux évidemment là je peux pas en parler trop parce que c'est des expériences pas très personnelles, mais voilà, je connais des gens à qui j'ai essayé de faire découvrir le jeu de rôle traditionnel avant que je découvre tout ce qui se faisait en autorité partagée, les trucs plus innovants, et les gens étaient complètement bloqués par le fameux truc impossible avant le petit déjeuner, quoi. Merde, mais attends, c'est moi qui décide de ce qui se passe avec mon perso, alors pourquoi j'ai pas le droit de faire ça, ou pourquoi t'arrêtes pas de me fermer des portes quand j'essaye de faire ça? Puis oui, mais tu comprends, il y a le scénario, et puis faut que tu respectes le scénario, alors c'est difficile. Tu confonds dirigisme et jeu de rôle traditionnel. Moi, je supporte pas le dirigisme, mais je pense que ça chasse plein de gens. Mais par contre, si tu as un meneur de jeu un peu intelligent et une table qui est capable de s'auto-gérer, même le jeu traditionnel fonctionne très bien. Il y a le jeu de basse.
Pour Ouais. Ben, Je renvoie un- à notre podcast sur le truc un peu. sans vouloir faire un argument ad hominem, mais en le faisant quand même, je pense que c'est parce que tu as un meneur de jeu d'élite, mon cher Olivier. Ah, le salaud. Asinus. Bravo. Alors ça, c'est bien. J'aurais mérité un diplôme. Asinus, Asinum, Fricat, tout ça, hein, l'âne frotte l'âne, mais c'est simplement pour te dire, comme la vie, tu te débrouilles pour que ça marche, parce que tu as une réflexion de fond sur ce que tu fais. Exactement comme ce qu'a fait Romaric avec Sens. Sens, finalement, le fait qu'il n'y ait pas de dé, c'est une manière de dire, écoutez, moi je vous le dis dès le début et je ne vous le cache pas. C'est moi qui décide ce qui se passe. Vous pouvez faire des petites suggestions, mais c'est moi qui suis là au début. Donc je vous raconte pas je vous prends pas pour des jambons. Je vous prends pas pour des carottes. Tu connaissais pas l'expression Ah, si. je te prends pour un jambon. Donc des trucs. Et je crois que c'est pour ça que Sens. Et j'ai toujours dit que je trouvais que Sens était un jeu de rôle traditionnel qui marchait très bien. Mais tu manques de confiance en ce que les meneurs de jeu et joueurs peuvent créer ensemble. Si tu veux, je en manque l'équilibre qui se trouve entre eux. En fait, ce qu'il trouve dommage, c'est que ce soit pas mis dans les bases comment jouer à ces jeux pour faire ces bonnes parties. Oh, mais c'est bon, on s'est fait tout le temps. Bah oui, on le dit tout le temps. Bah oui, le gars on qui le est pas dit tout le capable temps. Non, Bah oui. mais je suis désolé, c'est pas vrai. Il y a toujours des conseils, y compris dans des bouquins très récents pour t'apprendre à être meneur de jeu, dans lesquels on te dit soyez ferme et solide à la fois. Enfin, tu vois, quelque chose comme ça, quoi. C'est là que je te dis, Faites fais preuve un peu confiance aux tables, fais un peu confiance à l'intelligence Et alors, des gens moi, je ne qui fais vont plus prendre ces confiance. jeux en main et qui vont être capables de s'auto-gérer et d'ensemble générer une Olivier, façon je te de dis jouer ça, qui sera agréable. Je te dis ça aussi parce que moi, j'ai eu 3 ans les 3 années, je crois, avant que je me dise maintenant j'arrête le jeu de rôle. Et juste à ce moment-là, j'ai découvert le jeu de rôle à autorité partagée, où je trouvais pas les trucs que tu me décris. Je me souviens de tables D'où le dirigisme est un problème. Je parie que ton problème, c'est un problème avec ça le n'est pas qu'un dirigisme. problème de dirigisme. C'est vraiment un problème de faire croire que les personnages sont les vrais héros de l'histoire. Je me souviens. Enfin bon, Ok, on sort du thème, mais je ne cède pas. Que ce soit clair. D'accord. Je ne parle plus, mais je ne cède pas. Ce qui est bien avec Olivier, c'est qu'il génère de nouveaux podcasts durant les podcasts. On note les idées, puis on se dit, on fera un autre podcast. Mais bon, toujours est-il que même au-delà de ça, Très bien. regarde, un truc qui m'épate toujours. Et j'en parlais en début de podcast sur les initiatives qui, à mon avis, sont louables mais inefficaces. C'est faire des initiations. Est-ce que vous avez déjà fait une initiation? Le terme initiation déjà le terme je le trouve très bizarre parce que ça fait initiation comme dans une entrée dans un ordre religieux, tu vois. J'en parle dans mon article sur le système de jeu et le système de résolution. Le système du jeu de rôle, c'est parce que en fait, avant on ne disait pas ce que c'était que le système du jeu de rôle. Enfin, en tout cas, on croyait qu'il y avait un système du jeu de rôle transcendant et qui s'expliquait en fait de chaque qui se colportait de MJ en MJ. Voilà. Et c'est d'où le terme d'initiation. Mais c'est parce que justement comme c'est pas suffisamment expliqué, comme le travail sur le contrat social, sur les règles n'est pas fait suffisamment pour que justement ça se passe bien. On a besoin d'une initiation. Est-ce que vous avez déjà fait une initiation au Monopoly? Ou une initiation à un jeu de plateau. Normalement, un jeu de plateau, tu dois pouvoir prendre les règles, les lire et y jouer. Ok, oui, je te vois en train de... Ta première partie, c'est avec quelqu'un qui connaît, c'est une initiation. Les jeux de plateau, je lis jamais les règles, je me fais toujours expliquer. Doctrine of Vineyard, tu dis tout le temps toi-même que c'est comme un violon et qu'il faut apprendre à y jouer. C'est deux choses différentes. Ouais, mais c'est la deuxième partie en gros qui devient intéressante. C'est apprendre à y jouer. C'est comme les jeux de plateau où tu découvres les règles. La première partie, tu vas oublier des règles, tu vas avoir une partie bancale parce que tu connaissais pas tel avantage. La deuxième partie, tout le monde est au courant des règles et ça se passe bien. Yeah, high five, Adrien. Yeah. Tiens, attends, on va le faire près du micro. C'était bien raté, ça. Ouais, c'est clair. J'entends un vieux pong. Il y a des jeux auxquels il faut apprendre à jouer, mais c'est pas un défaut si c'est assumé. Je pense que le problème soulevé, c'est un problème qui a été soulevé avec raison par la forge et ainsi de suite. Mais je pense que c'est un problème qui est pour l'essentiel réglé. T'as toujours ton petit encart sur. À mon avis, c'est parce que qu'est-ce qu'il faut quoi. Je te répéterai parce qu'à mon avis, t'as une réflexion qui est très poussée sur le jeu de rôle, mais non. Mais non, j'achète un jeu des 12 singes sans le nommer, je vais toujours avoir le petit encart qui m'explique comment je dois faire et qui est relativement précis. On n'est plus du tout. Alors,
Après, il y a des dynamiques commerciales qui, elles, viennent parasiter le truc. Parce que t'as, par exemple, je pense à une certaine boîte qui... Quand Oui. tu me regardes en souriant comme ça. Non, parce que je me souviens d'un événement où tu étais là, mais je pense à une certaine boîte qui sort toujours d'abord un espèce de bouquin de base qui te dit pas tout sur l'univers, sur comment y jouer, sur ce qu'il faut y faire. Ouais. Puis tu as un truc intermédiaire et puis tu as la fin de la campagne seulement. Alors, il faut savoir qu'autour de la troisième table, là, les gens partie. sont en train de s'écarter tout doucement d'Olivier. Et de leur micro. Qu'est-ce qu'il y a avec les schtroumpfs, toi Je sais pas, je suis parti. Donc, quelqu'un parlait. Oui, tu parlais de Kourou. Non, Allez. alors, bon. Bah oui, Est-ce que écoute. vous me- c'est- Non, voilà, je pense. Faut être honnête. Oh parce là que- là là là, je moi je pense vais pas à prendre cette gamme, de oui. volet de Beauvert. Oui. Je pense qu'il y a une malhonnêteté intellectuelle due à des pratiques commerciales que je trouve tout à fait limite. Je trouve que c'est incroyable d'arriver à faire un aussi mauvais jeu que... C'est quoi leur jeu de zombies là? Je sais pas. Z-Corps. Z-Corps. Je pense que c'est incroyable d'arriver à faire un aussi mauvais jeu avec le thème des zombies qui pourtant est celui avec lequel simplement en étant assis autour de la table on fait d'office une bonne histoire. Alors, Arriver à faire du dirigisme dans ce domaine, je pense que c'est une performance rare. Mais Kuro, j'ai adoré Kuro pour l'univers justement, et c'est là que je vois pourquoi la cellule en général qui admire les mécaniques, bah ouais, la mécanique de Kuro elle est tout à fait pourrie, mais le travail qui est fait sur le travail qui est fait sur Shinedo et chacun des quartiers, moi je sentais vivre chacun des quartiers, je l'ai utilisé, j'ai fait des parties mémorables, la campagne elle est ultra dirigiste, mais si on la casse un peu pour donner de la liberté aux joueurs, c'est super. Bref, Alors, beaucoup de choses à dire. Moi, j'aimerais dire deux choses. D'une part, les propos du podcasteur n'engagent que le podcasteur, d'accord? Non, ça engage aussi celui qui les diffuse. D'accord. Et donc, du coup, Alors, attends, tiens à dire. et l'autre truc que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, c'est un peu un podcast wrap-up de beaucoup de choses qu'on a déjà... Ouais, non, mais c'est sûr, c'est certain. Mais ce que je voudrais dire, c'est que moi, j'ai eu vraiment les joues qui ont piqué énormément suite à la diffusion du podcast sur Kuro. Donc, j'ai résolu d'être assez prudent sur ces questions. Bon, moi je veux pas te censurer, Olivier. Si, je veux fais-le, pas ça me censurer. dérange pas. Non, justement, je veux pas du tout censurer qui que ce soit dans ce podcast. Donc, je prendrai les risques de diffuser. Mais voilà, malgré tout, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu sais. Il y a on peut pas. Mon podcast sur l'avenir du Oui, jeu. d'accord, ok. Non, mais bon, non, mais c'est très délicat pour moi. C'est très délicat pour moi ces questions parce que. Mais bon, de toute façon, je crois que par honnêteté intellectuelle, je dois diffuser. Voilà. Toujours est-il que moi, en fait, ce qui m'a lancé dans l'envie de me dire putain, j'ai envie que le jeu de rôle devienne quelque chose de formidable, s'épanouisse, c'était une conférence de la Fédération française de jeux de rôle au Monde du jeu 2008 qui s'appelait L'avenir du jeu de rôle. Ou quel avenir pour le jeu de rôle. Je sais plus si c'était sur le mode interrogatif. Très bien. Et j'avais trouvé le thème je trouvais que ce thème était vraiment formidable, mais qu'il n'avait pas été assez entendu à l'époque. Maintenant que j'ai fait un peu mon beurre et mon gras du bide avec mon jeu, en rencontrant des gens, tout ça, en passant sur ce podcast, je crois que j'invite les rôlistes, ou je crois que ce serait vraiment très intéressant de réfléchir à nouveau à cette question et à mon avis d'y répondre, notamment en essayant de créer de nouveaux jeux avec des thèmes abordés différents, des thèmes différents, un modèle économique qui soit soutenable sur le long terme et qui soit avec moins de risques que ce qu'on a aujourd'hui, et des systèmes qui soient plus accessibles, ou en tout cas plus qui soient moins, qui créent des dynamiques sociales qui marchent mieux que ce qu'on peut, les problèmes comme le truc impossible avant le petit déj qu'on connaît déjà. Très bien. Bon, je pense que c'est déjà énorme. C'est un podcast monstrueux de 1h36, entre 1h30 et 1h40, qui essaye d'ouvrir des portes sur le futur d'ingénieur possible. Là, on a un petit peu entendu les souhaits de Fabien à un sujet. On a fait des tours de table pour voir aussi quels étaient les nôtres. Maintenant, c'est à vous de faire l'avenir du jeu de rôle en reprenant votre travail d'écriture et votre travail de playtest et vos jeux. Portez-vous bien, jouez bien, et c'est comme ça que le jeu de rôle se portera bien. Venez nous en parler sur les ateliers imaginaires.
Ça peut être tu fais en même temps tu fais ta pub. Bah oui, absolument. Bon, alors donnez de la thune à la cellule. Alors, faisons de l'autopromo. Non mais blague à part, portez-vous bien, jouez bien, playtestez bien, créez bien. C'est comme ça que le jeu de rôle se portera le mieux. Allez, à bientôt tout le monde. Salut, à la semaine prochaine. Salut. Salut tout le monde.